Coucou Sandrine. Coucou Cécilia. Je suis très contente de te retrouver là. Tu fais partie des anciennes stagiaires de la formation Naturo avec moi. Et donc là, tu nous fais le plaisir de nous faire découvrir ta passion, ton expertise, qui est le monde merveilleux des abeilles. C'est cela, Et donc, je te remercie un milieu beaucoup pour ça. passionnant. Ouais, tu es passionnée vraiment, voilà, tous les animaux en général, mais les abeilles en particulier, leur intelligence, on en a parlé beaucoup de fois. Et là, c'est vraiment l'occasion pendant 7 heures et demie de explorer ce monde avec toi, de avoir aussi ton point de vue, parce que je sais que tu as découvert plein de choses aussi par l'observation. Tu es diplômée aussi d'une école, tu vas nous en parler. Tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours. Et ce que tu penses de cette intelligence particulière, ce que tu as observé et ce que produisent les abeilles et donc leurs bienfaits pour notre santé, mais de ton point de vue à toi qui est vraiment particulier et précieux, je trouve. Ah ben merci Cécilia de m'accueillir. Alors bah oui, en fait, j'ai commencé l'apiculture un peu par hasard, en, en me raccordant à mes origines et à mes origines familiales notamment. Et je ne savais même pas, mais ma grand-mère, il y a très très longtemps, avait fait de l'apiculture, là où à l'époque, c'était plutôt encore chez les hommes. Donc j'ai découvert ça très, très tard après avoir commencé. En fait, je suis venue à l'apiculture en fait juste en observant la nature et en ayant envie de protéger et de produire des fruits qui sont issus d'arbres qui ont été plantés par mes grands-parents. Et en observant le principe de pollinisation, je me suis dit que c'était vraiment, vraiment super et qu'il serait peut-être intéressant de préserver une colonie qui était dans la grange de mon voisin. Et je me suis dit, mais si la grange, elle est détruite, comment je vais faire comment ces abeilles vont pouvoir se perpétuer cette pollinisation. Et là, je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir faire de l'apiculture. Et une amie m'a proposé l'inscription à un rucher école qui venait de se créer par un homme qui est devenu mon mari depuis. Et en fait, ce rucher école, je l'ai intégré dès la première année. On n'était pas très nombreux, mais c'était un milieu passionnant, fascinant, et ça le reste parce qu'en fait, on en apprend encore tous les jours, quoi. Ouais. Et là, je pense que même la source je dirais, de connaissances est intarissable à mon sens. Infini, ouais. Ouais, ouais, c'est Et infini. pour rappel, c'est pas du tout ton métier de base. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Moi, je gère une collectivité, donc du coup, non, c'est pas mon métier de base. Par contre, c'est ma souche de base. C'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis très, très longtemps, enfin, depuis toute petite, d'avoir cet intérêt pour la nature, les animaux, et s'émerveiller devant, je dirais, toute cette belle nature. Mais Donc, de du coup, toute façon, tout ça, enfin, tu es adepte de toute façon de la pleine conscience, de c'est cela. l'observation, des ressentis, et ton chemin de vie va se diriger vers ça de toute façon. C'est ça, en fait, tout est lié, en fait. Quand j'ai commencé l'apiculture, c'était, en fait, aujourd'hui, je me rends compte, c'était un début. Cette observation de la nature que je faisais déjà auparavant, mais de façon, je dirais, avec plus de distance, mais j'avais toujours un intérêt pour la nature, à voir les choses évoluer, m'émerveiller. Ça fait des années que je m'émerveille par juste l'arrivée des hirondelles, par exemple, et ça, c'est quelque chose qui vraiment s'inscrit au fond de moi-même. Et en fait, l'apiculture, c'est une porte ouverte sur le reste de la nature, mais aussi, en fait, cet émerveillement-là va aussi nourrir une deuxième activité que j'ai, qui est la méditation en pleine conscience, parce qu'en fin de compte, quand on est, je dirais, ouvert sur le monde et sur la pleine conscience, quand on prend conscience de tous ces événements, on ne fait que de se nourrir et de s'inspirer au fond de soi-même. Et puis, j'essaye de semer aussi parce que je trouve qu'on doit pouvoir ouvrir les yeux aux gens sur tout ce qui est aussi fascinant, que ce soit les abeilles, la nature, les oiseaux, les fleurs, enfin tout ce qui nous entoure. En fait, tout peut être source d'émerveillement, je dirais, au même titre que le sont les abeilles, quoi. Donc les abeilles, en fait, oui,
ça m'a sacrément bien parlé. En fait, c'est un système vraiment tellement complexe et tellement organisé et puis intuitif. En fait, ces abeilles, elles ont une capacité d'agir ou de réagir en fonction des conditions qui se présentent, qu'elles soient météorologiques ou je dirais en fonction de ce que la nature lui propose, puisqu'elles vont adapter leur fonctionnement et le fonctionnement de la colonie dans son intégralité par ce qui se présente au moment venu, quoi. Justement, en fait, là, par exemple, ce matin, j'ai pris quelques petites photos et ça m'inspirait aussi d'expliquer ça. C'est que, par exemple, on a là, ce matin, elles allaient sur des fleurs de céanote, très tôt, on va dire, très tôt ce matin et en fait, ces céanotes-là, ça fait quelques jours que j'observe les après-midi, il y a rien du tout, quoi. Par contre, elles y vont bien le matin. Donc, ça veut dire que le matin, la céanote produit du nectar et que l'après-midi, si c'est trop au soleil, il ne doit pas y avoir de nectar. Et en tout cas, ça n'attire pas les abeilles. Donc, on a aussi ce processus-là, par exemple, sur le sarrasin. Les abeilles, elles vont sur le sarrasin qu'à la condition d'avoir des températures de 20 à 25 degrés. Au-delà de 25 degrés, elles n'y vont plus. En fait, la plante ne produit plus ce nectar. Donc, du coup, les abeilles ne vont plus dessus, quoi. Et elles ont cette capacité, en fait, à communiquer entre elles sur des choses intéressantes en matière de nourriture. Et elles vont adapter après toute la vie de la colonie en fonction de ce qui se présente. Et donc, ça, je trouve ça assez extraordinaire. En fonction, enfin, voilà, on retrouve des phénomènes similaires, par exemple, sur la luzerne, où la luzerne, quand en début de saison, elle n'a pas de stress hydrique, donc elle ne fait pas monter de nectar. S'il n'y a pas de nectar, du coup, il n'y a pas d'abeilles dessus, enfin d'abeilles et de pollinisateurs en général d'ailleurs. Ça ne tient pas qu'aux abeilles, quoi. Donc voilà en fait en quoi c'est passionnant parce que de tout ça découle aussi des développements et des conditions de vie de la colonie en entier. Donc, elles Euh, ont beaucoup à nous apprendre sur le pouvoir d'adaptation, quoi. C'est ça, ça complètement je dirais le pouvoir de prendre ce qui se présente de par la nature au final. Et Elles vont on pas dit être dans toujours, l'émotion, dans la peur, elles vont juste réagir en c'est fonction. ça, de ce qui est là, voilà, l'instant présent, du besoin présent, et après en fonction de ça, elles récupèrent et après elles adaptent ce qui est nécessaire dans la colonie, quoi. Donc, et ça, elles le font toute l'année en final. Et c'est vrai qu'elles le font comme les colonies, contrairement aux guêpes, hein, les colonies d'abeilles survivent toute l'année. En fait, elles fonctionnent sur un principe de vie sociale. Ce sont des êtres sociaux vraiment adaptés. Elles ne peuvent pas vivre. Une abeille seule n'a pas de vie ni de survie au final. Parce qu'en fait, tout fonctionne sur la colonie et la capacité de développement de la reine. La reine pondra en fonction de ce que les ouvrières vont rapporter et elles vont pouvoir augmenter ou baisser la colonie en fonction de ça, quoi. Et là, par exemple, il y a, parce que c'est des animaux très organisés, chacun a son rôle. Oui, alors chacun a son rôle, mais c'est un rôle qui est évolutif selon l'âge de l'abeille, en fait. L'abeille, en fait, elle est conçue par un œuf. Donc la reine pond des œufs, enfin pond des œufs. Alors il y a des œufs fécondés et des œufs non fécondés. Les œufs non fécondés vont donner naissance à des mâles et les œufs fécondés donneront naissance à des femelles. Et en fait, les ouvrières, dans leur évolution d'insectes, en fait, elles vont avoir différentes tâches. À la naissance, par exemple, elles vont avoir un rôle principal de nettoyage. Par la suite, elles vont commencer en fait à emmagasiner. À partir de 8 jours, elles ont des glandes qui vont se développer, qui sont des glandes ciliaires. À partir de ce moment-là, elles vont pouvoir commencer à bâtir, donc elles deviennent maçonnes. Et puis à la fin de la vie intérieure, parce qu'il y a deux stades, hein, il y a une vie extérieure et une vie intérieure. Donc la vie intérieure, c'est toute la première phase, ça dure à peu près Intérieur de la ruche. de la ruche, ouais, à l'intérieur de la ruche. Elles ne sortent pas sur les 20-25 premiers jours. Tout dépend, pareil, à nouveau, du besoin
qui se présente. Si les conditions météo sont excellentes et qu'il y a un besoin de rentrer du nectar, elles vont se développer plus rapidement. À l'inverse, si les conditions sont très défavorables, elles vont retrouver des capacités d'agir à l'intérieur de la ruche. Donc les 20 premiers jours, au terme des 20 premiers jours, il y a une partie où elles sont gardiennes, elles vont garder le devant de la ruche, comme s'il y avait un péage des abeilles qui rentrent, est-ce qu'elles sont bien de ma ruche ou pas de ma ruche, parce qu'elles n'acceptent pas normalement les abeilles d'autres ruches. Ça permet d'éviter les contaminations éventuellement d'autres ruches. Et puis, en fait, voilà, il y a pas, ne s'accepte pas entre abeilles de ruches différentes. Sauf si on arrive avec un gros lingot de miel dans le jabot, ça peut exceptionnellement être une occasion de laisser passer, mais voilà. Et puis après, en fait, va commencer son rôle de butineuse. Et là, on rentre effectivement dans une nouvelle période de 20 à 25 jours où là, le rôle de l'ouvrière sera de travailler et de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller ramener les besoins, enfin pour alimenter les besoins de la colonie, à savoir du nectar, parce que les abeilles ne ramènent pas du miel, elles ramènent du nectar, de la propolis et du pollen. Voilà, c'est ce qu'elles ramènent principalement de l'extérieur. Et puis, au terme d'une vie assez agitée, notamment en été, parce qu'en hiver, ce n'est pas tout à fait le même cycle, mais au terme d'une vie quand même très mouvementée et très laborieuse, elles vont mourir en fait. Et elles ne meurent pas à l'intérieur de la ruche, ou en tout cas, si elles meurent dans la ruche, les abeilles qui sont dans la colonie vont faire le nettoyage, puisqu'en fait, il n'y a pas de place dans la ruche pour des systèmes de putréfaction, puisqu'à l'intérieur de la ruche, il fait en moyenne entre 33 et 35 degrés, avec un taux d'humidité pouvant aller jusqu'à 80%. C'est le milieu et le contexte le plus favorable pour développer toutes bactéries en tout genre, mais elles ont une capacité de nettoyage assez impressionnante. Mais tu m'avais dit d'ailleurs que c'était un milieu stérile? Oui, voilà. En fait, c'est un milieu stérile, je vais en parler après, grâce notamment à la propolis. Et puis, grâce à une capacité aussi d'évacuer tout sujet malade ou défaillant. C'est-à-dire que si une abeille naît avec une aile atrophiée, par exemple à cause du varroa, qui est un petit pouls de l'abeille, elle va pas être rentable. Donc, du coup, à un moment donné, ils vont vite le comprendre et ils vont l'évacuer. Voilà. C'est un peu la dictature quand même. C'est voilà. Alors, effectivement, certains sociologues voient ce mode d'organisation comme un système un peu de dictature. Et, bon, voilà. Mais c'est en fait, il y a pas de, on peut pas laisser, je pense qu'ils ne peuvent pas laisser la place à l'inconnu au final. Et prendre le risque d'avoir une colonie qui se dégrade. Alors, malgré tout, ça n'empêche pas quand même que des maladies s'y développent parce que ça devient soit ingérable ou soit parce que des maladies se développent aussi à l'intérieur du couvain. Donc, le stade, très rapidement, en fait, le stade de naissance, c'est la reine pond des œufs. Ces œufs restent sous la forme d'œufs pendant 3 jours. Ensuite, ça passe sur un stade larvaire pendant 6 jours. Et après, en fait, on a un stade nymphal qui dure 9 jours. Voilà. Et donc, dans ce milieu, qui est quand même un milieu clos, effectivement, si on a parfois quelques, bactéries ou champignons qui se développent, une fois que c'est operculé, malheureusement, ça reste dedans. Et du coup, ou même quand on a du varroa, du coup, par la force des choses, c'est un milieu qui est très favorable au développement, quoi. Et quand les nettoyeuses reprennent le relais, elles risquent de transmettre. Donc, c'est un milieu plutôt stérile qu'elles entretiennent avec vraiment beaucoup d'attention. Et pour nous, il est important de voir où nous positionnons nos ruches pour éviter certaines choses, certains risques, certains facteurs qui alimenteraient des problématiques liées en fait au déclin des colonies. Quand on a une colonie, j'en ai fait l'expérience sur un autre apiculteur à qui j'avais donné un petit conseil, c'est-à-dire que la colonie était très très basse, trop humide, et effectivement, au printemps, elle s'est retrouvée avec plein de petites larves momifiées, on appelle ça la larve momifiée, et en fait, il y avait trop d'humidité dans sa colonie, quoi. Et là, s'il n'avait rien fait, c'était le déclin de la colonie. Donc, je lui ai dit, on va tester quelque chose quand même de façon assez simple. On a juste rehaussé la colonie, on a laissé de l'air passer sous la ruche, et sa colonie a largement survécu, et en plus, ça lui a fait plutôt une belle production
cet été. Donc, il était plutôt satisfait. Ouais. Voilà, Bon, tout est moi, observation. je suis pas sympa parce que je t'ai pas prévenue de cette question-là. Mais du coup, la production de miel, ça sert à quoi? Ah, ni des autres d'ailleurs, ni des autres questions, tu m'as prévenu de rien du tout. Donc, on va improviser. Ah bah, le miel, ça sert à quoi? Bah, en fait, pour la ruche, alors le miel, bon, on peut peut-être, voilà, se poursuivre sur les différents produits. Le miel, à la base, il est pas pour devenir miel, il y a tout un travail, hein. Les abeilles rentrent du nectar qu'elles vont prélever, bah, plutôt, le matin, mais en fonction, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction des différentes plantes, ça va je dirais, se dérouler dans la journée. Alors déjà, pour aller prélever le nectar, il y a des abeilles éclaireuses qui vont sur les plantes et quand elles rentrent, en fait, elles ont une communication qui est vraiment propre à elles. Elles vont, par une danse, ce qu'on appelle la danse des abeilles, elles vont à l'intérieur faire une danse qui va permettre de donner une information aux autres abeilles sur, la distance approximative, l'orientation, par rapport à je dirais à la boussole d'une production de nectar et donc du coup, c'est comme ça que les autres abeilles vont aller se diriger vers un lieu de nectar. Une fois qu'elles ont rentré ce nectar, elles vont en fait, elles vont la transférer parce que les butineuses ne travaillent pas à l'intérieur, hein. Elles font que le transport en fait, que la logistique et à l'intérieur, il y a toute la petite colonie qui va, œuvrer à récupérer toutes les courses, qui sont rapportées par les butineuses. Et à l'intérieur, il y a tout un travail qui va se faire, notamment un travail de tropalaxie. Alors, je ne sais pas si je peux vous la montrer. Ouais, si je l'ai, je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez en bas, hop, là, hop, cette image qui est... Non, on voit ou pas? Non, pas trop. Non, pas trop. Bon, c'est pas la peine. Mais en fait, c'est un transfert de jabot en jabot. En fait, les abeilles vont se transférer le nectar de jabot en jabot via un système de langue. Et ce transfert de jabot à jabot va enrichir le nectar d'enzymes et différentes substances qui va permettre déjà un premier mûrissement du miel. Et par la suite, quand ce miel, donc ça on dit que ça se produit à peu près 7 à 8 fois. Et une fois que ce nectar, déjà beaucoup plus chargé que quand il est rentré, il va être stocké dans des alvéoles. Alors les alvéoles, donc on y est, les alvéoles, ça ressemble à ça. Vous voyez? Voilà. Voilà, donc là, c'est en fait, c'est des petits losanges qui permettent en fait de stocker. Alors ça stockait principalement du miel parce que c'est tout jaune. Ça stocke du miel, mais aussi les larves, enfin les œufs et les larves des futures abeilles. Donc du coup, elles vont stocker le nectar dans ces cellules-là. Et elles vont assécher. Et là, quand on parlait tout à l'heure aussi de milieux quand même relativement stériles, le fait donc d'évacuer et de brasser l'air qui est dans la ruche permet aussi d'assécher. Mais en fait, en brassant, ça va transporter des levures. Et en fait, ces levures permettent aussi de créer une atmosphère qui est très propice au mûrissement du miel, à sa transformation et à l'ensemble de la colonie, en fait. D'ailleurs, dans l'e-book que tu as mis en ligne, n'apparaît pas quelque chose qui est malgré tout important, qui est entre guillemets un produit dérivé de la ruche, c'est l'air de la ruche. Et comme tu disais que je mettais mon nez effectivement pas très loin des ruches, c'est juste impressionnant quand on y va le soir après des belles mielées, quand on se présente à proximité des ruches. Et maintenant aussi un peu avec notre expérience, puisque mon mari fait cette expérience, c'est vraiment des expériences partagées. En fait, on peut presque identifier quelle est la mielée qu'elles ont faite dans la journée. Alors, une mielée, c'est une récupération de nectar.
parce que bah, des fois, l'odeur, c'est tellement flagrant que elles évacuent, elles ventilent, elles battent des ailes à l'intérieur pour diminuer la température en été et puis pour évacuer un maximum d'humidité pour entretenir tout ce principe-là, quoi. Elles aèrent quoi, elles aèrent le Ouais, soir et c'est donc ça. on peut respirer toutes les arômes, les Les essences. effluves, ouais, toutes les effluves et c'est vraiment, vraiment chargé, quoi. Là, on y est allé, enfin, quand on y est allé il y a 15 jours, 3 semaines, on était encore sur, une mêlée de sarrasin. C'était vraiment impressionnant, quoi. On fait des constats aussi sur des ruchers où il y a du cornouiller, mais quand, elles évacuent, ces mielés de cornouiller, ça a une odeur, mais c'en est presque écœurant tellement, on a cette richesse, d'odeurs qui, enfin voilà. Donc en fait, ça c'est l'air de la ruche, est aussi, peut-être aussi utilisé dans certains centres. Alors en France, on n'en a pas trop, mais c'est quelque chose qui était vraiment très pratiqué dans les pays de l'Est, où en fait, ils font, inspirer l'air de la ruche, enfin respirer l'air de la ruche à des personnes notamment atteintes de problématiques, respiratoires, mais aussi de problématiques de dépression. Puisque, en fait, c'est vraiment des levures et des odeurs qui vont vraiment impacter les neurones et donc du coup, avoir une capacité, et puis associer en fait, ces odeurs-là sont aussi associées à de la douceur et en fait, ça permet, il y a certains centres qui se sont spécialisés dans cette aire de la ruche, qui plus est très bonne pour, notre, système respiratoire, puisqu'elle apporte, différentes, levures et pour nos poumons. Donc voilà pour, Comme si on faisait une inhalation et puis c'est après les ça, matières de toute façon aussi ça dépend de ce que c'est comme, essence, mais oui, ça va atteindre de toute façon notre corps. c'est ça, ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Donc le nectar, du coup, se transforme petit à petit en miel et quand, quand le taux d'humidité descend, en dessous de 20 et la plupart du temps, c'est même en dessous de 18 en fait, les abeilles vont fermer la cellule pour, une bonne conservation. Elles vont mettre une petite, opercule de cire. Elles vont développer des écailles et puis elles vont fermer cette cellule-là, pour que ça soit protégé justement de l'humidité, et puis de l'air. Il faut savoir que le miel, en fait, absorbe énormément l'humidité. C'est-à-dire que si on laisse, un miel, ou si on ferme pas bien un pot de miel et qu'il y a de l'humidité ambiante, et ben, le miel va absorber cette humidité. Donc les abeilles, elles le savent particulièrement bien. Donc en fait, elles operculent complètement les cellules. Elles y glissent aussi toute petite goutte, de venin, mais vraiment une minuscule goutte de venin. En fait, comme le venin est à base d'acide, hein, quelque part, elles injectent un petit conservateur. Donc voilà, pour récupérer le miel, mais il y a plusieurs façons. En fait, nous, on a, il y a Juste, ah oui, la cire qui ferme, c'est la propolis, je crois, parce que ça veut dire non, porte c'est de de la cire. l'acidité. Ah non, c'est vraiment de la petite opercule, hein, vraiment le petit bouchon qui va fermer ah bah, bouge pas, j'ai ce qu'il faut. Le petit bouchon qui va fermer alors, est-ce que voilà, hop, là vous voyez? Alors, je vais baisser un peu comme ça, j'aurai pas le reflet d'air Oui, non, la dedans. propolis, c'est ce qui protège la La ruche. Ouais, c'est ça. En fait, là, c'est un rayon de cire operculé parce qu'on présente aussi, en vente des rayons parce que il y a des gens qui aiment vraiment bien. Donc là, vous voyez, en fait, on a vraiment le travail, je ne sais pas si ça se voit bien, mais on a vraiment le travail des abeilles. Ça serait beaucoup mieux si je faisais ça. Voilà, là, on voit bien des petites opercules, hein, en forme hexagonale. Donc cette, forme hexagonale, c'est une forme parfaite, hein. Et puis là, c'est complètement bouché. Là, en haut, en fait, elle est pas bouchée. Donc c'est vraiment de la cire, hein. Et le miel, il sert à nourrir les larves ou pas, du coup? Alors, le miel, il sert à nourrir toute la colonie et les larves, alors les larves, un petit peu par un mélange qui sera fait avec du pollen, mais ça sert surtout à nourrir les abeilles, en forme, imago, c'est-à-dire, en insecte parfait. C'est leur carburant. Mais du coup, elles produisent plus de miel que nécessaire ou? C'est ça, voilà. En fonction des mielés, elles vont produire beaucoup plus. Alors nous, on fonctionne sur des ruches,
classique, on a un corps, ce qu'on appelle un corps, c'est la maison, en fait. Et après, si ce corps-là, si on ne met pas de grenier, les abeilles, elles vont finir par remplir les cellules et la reine, elle n'a plus de place pour pondre. Si la reine n'a plus de place pour pondre, c'est le déclin de la colonie. Ça s'appelle la rupture de ponte. Déclin de la colonie. Et donc, du coup, volonté des abeilles de créer des essaims. Et donc, du coup, on a la moitié de la ruche qui s'en va. Et puis, ben, on perd la moitié de nos abeilles, en final. Donc, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est que, bah, il y a ce corps, on y met une hausse. Donc, c'est-à-dire que, je t'ai mis des photos je ne sais pas si tu peux, les photos de hausse que je t'ai prises ce matin. Et en fait, on met une hausse et on crée en fait un grenier. Et c'est celle qui, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est des hausses. Là, c'est des hausses qu'on a mis à lécher parce que c'est fini. En hiver, on retire les hausses. Mais chacun des éléments que vous voyez, en fait, ce sont des hausses qu'on va positionner sur nos ruches. Et c'est le grenier. Et nous, on ne récupère que le grenier. On ne récupère pas le miel qui est présent dans les ruches. Ce qui est dans les ruches, c'est leur réserve. Et c'est surtout le lieu où elles vont pouvoir, enfin, la reine va pouvoir pondre. Donc nous, en fait, on ne récupère que le surplus. On ne récupère pas le miel qui est dans la Oui, colonie. pour les respecter. C'est Mais, ça. et du coup, tu as dit que... Alors, moi, j'ai pas compris un truc. Du coup, il y a des cycles de 25 jours de vie, Ouais, c'est ça. mais À leur l'intérieur, cycle dure une année, tu as dit. alors le cycle d'une abeille en été, c'est en fait à peu près 45 à 50 jours. Elles vont avoir leurs différents rôles à l'intérieur pendant 25 jours et leur rôle à l'extérieur pendant 20 à 25 jours. Et après, elles meurent. Mais comme la reine pond toute l'année, Ah oui. les abeilles, elles se renouvellent en été, elles se renouvellent à peu près tous les 45 jours. Et c'est la reine qui meurt à la fin de l'année. La reine, elle meurt, quand elle meurt, la colonie est morte. En fait, la reine, elle meurt au bout, généralement, enfin, avant, on disait qu'elle avait une durée de vie de 5 ans. Aujourd'hui, on sait que c'est entre 3 et 4 ans. Mais la reine, c'est celle qui fait perdurer la colonie sur toute l'année. Donc, elle pond en été et ça donne des abeilles qui vont vivre à peu près 45 jours parce qu'elles s'usent tellement à aller butiner qu'en fait, elles sont fatiguées par leur labeur. Mais par contre, en hiver, là, en ce moment, la reine est en train de faire les abeilles d'hiver. Et ces abeilles-là, les abeilles d'hiver, comme elles ne vont pas se fatiguer, ou en tout cas moins se fatiguer à aller butiner, elles vont survivre 4 à 5 mois. Donc là, les abeilles qui vont naître en ce moment, comme elles vont être qu'à l'intérieur de la ruche, elles vont se nourrir de miel. Ce miel va leur permettre de fournir la chaleur de la ruche, parce qu'une ruche, c'est entre 33 et 35 degrés toute l'année. Donc, en fait, elles vont avoir un système pendant l'hiver de concentration de la colonie. La grappe va rester, elle est déjà beaucoup plus faible qu'en été, parce qu'il ne faut pas nourrir trop de monde. Elle va rester très concentrée. Les abeilles qui sont à l'extérieur vont maintenir, entre guillemets, au chaud. Quand elles ont froid, elles repassent à l'intérieur. Celles de l'intérieur remontent. Et comme ça maintient en permanence la reine et les abeilles à température. Et là, pour le coup, elles consomment du miel. Alors, en hiver, soit si la colonie est en difficulté, parce qu'on a des colonies qui sont très, très fortes, qui ont fait plein de stocks, puisqu'elles sont très, très fortes, s'il y a beaucoup de monde à nourrir, il peut ne pas y avoir suffisamment de réserves. C'est là qu'en fait, l'apiculteur va les nourrir. Donc, nous, comme on est en bio, on nourrit qu'avec du miel. Voilà. Par contre, les gens qui ne sont pas en bio peuvent nourrir avec ce qu'on appelle une pâte de candy, en fait. Donc voilà, donc en hiver, les abeilles, alors de octobre on va dire à mars, les abeilles vivent 4-5 mois, et en été, c'est des cycles de 45 jours. Et j'avais une autre question que je me suis posée cet été. Est-ce que les guêpes ont le même fonctionnement et ils produisent pas de Pas du miel, tout, les guêpes? pas du tout. Elles n'ont pas du tout le même fonctionnement. En fait, les guêpes, la colonie disparaît complètement, et c'est la reine qui va, elle, hiberner. Elle va se mettre dans une cavité, soit dans le sol, soit dans un mur, et elle reconstruit sa petite colonie au début du printemps. Elles font juste une petite galette. Enfin, la reine va juste façonner une petite galette. Alors, la différence, c'est que nous, on fonctionne sur des cires, et les abeilles fonctionnent sur des cires, et les guêpes, elles fonctionnent sur une sorte de cellulose.
Oui. Donc, la reine va construire une petite galette de cellulose. Elle va pondre ses œufs pour ses quelques ouvrières. Et puis, dès que les ouvrières sont nées et qu'elles sont en âge d'aller construire, c'est les ouvrières qui vont reconstruire un petit nid plus rond. Et là, la reine, elle va se mettre à pondre, à pondre, à pondre. Et puis, après, le principe est un petit peu le même, en fait. Les guêpes, elles naissent, elles font un peu de nettoyage et puis alors elles butinent pas, enfin très peu. On en voit de temps en temps, mais elles vont plutôt se nourrir par opportunité. Et après, à nouveau, en fin de saison, la colonie décline complètement, les guêpes meurent. C'est pour ça qu'on n'en voit plus du tout en ce moment. Les guêpes meurent et il reste que la reine. Alors que là, nous, sur les abeilles, on n'est pas du tout sur ce système-là. On est vraiment sur un principe de colonie. Mmh. Et les bourdons, c'est pareil. Et les bourdons, c'est pareil. Donc c'est des opportunistes et ils produisent rien. Ouais, alors les bourdons, on va quand même leur laisser la grande gloire d'être de grands pollinisateurs, les plus grands pollinisateurs qu'il existe, parce qu'en fait, ils ont une capacité de sortie à 8 degrés. Nous, les abeilles, c'est plutôt 12, 13, 14. Donc le bourdon peut aller polliniser très tôt dans la saison. Et puis ils restent très tard. Enfin, en plus, ils ont une marge de pollinisation beaucoup plus large que les abeilles. OK, voilà, c'était Voilà, mes questions parce que je me suis vraiment posé la question. J'ai vu que le fonctionnement était pas tout à fait le même. c'est ça. Voilà. Et du coup, juste pour, donc là, on voit ce qu'est une ruche. On a parlé des différents produits. Le pollen, tu m'as dit, c'est produit quand on secoue les pattes avant de rentrer dans la ruche? C'est ça. Oui, donc là, c'était le miel. Bah, voilà, le miel, quand il est en pot, voilà, il est comme ça. Après, donc on a le pollen. Le pollen, alors dans le miel, si je vais juste apporter une petite précision, c'est que là, par exemple, c'est un beau miel jaune. Il y a une grande, grande diversité dans les couleurs de miel. Parce que là, je vous ai principalement parlé de chez moi, et c'est du miel de nectar, mais il y a aussi du miel de miela, qui en fait, le miela, c'est une sécrétion soit des plantes, soit d'insectes, notamment le puceron, ou toute la variété des pucerons, qui en fait font des petits pics dans les écorces, récupèrent de la sève ou plutôt de la résine. Et en fait, quand ils ont leur système digestif complet, ils laissent une goutte vraiment de produits résineux. Et les abeilles vont ponctionner ça parce qu'en fait, c'est très, très riche en différentes matières et sucré. Et C'est donc, les les points abeilles peuvent… noirs? C'est les points Ouais, noirs qu'on voit sur les tiges, là? ouais, ça peut être ça, en fait. Ça peut être ça ou sur les écorces principalement. Et donc, elles vont ponctionner ça, elles vont récupérer ça et elles vont en fait, elles vont ramener ça à la ruche et le transformer comme le miel. Et le miel de miela a d'autres qualités. Donc, c'est pour ça aussi que, en termes de, je dirais, de qualité de vertu, on est sur autre chose. On n'est pas sur tout à fait le même, je dirais, la même gamme. Donc, c'est pour ça que je Ah, voulais apporter cette précision-là. même par extension, un miel de thym n'a pas tout à fait les mêmes vertus qu'un miel de fleurs, C'est ça. ah ben, Tu veux qu'on parle des vertus tout de suite du miel ou on en parle après? oui, j'aimerais bien qu'on dise, comment du coup on récupère, les différents produits. Ouais. Donc le Bah miel, oui, tu on allais va le en… dire, le Ouais. pollen, la propolis et puis quelles sont les vertus, ouais. Ouais, et ben donc du coup, je vais continuer sur le miel, si tu veux bien, hein. Donc le miel, ben, en fait, dans les vertus, enfin, dans la composition déjà, hein. La composition, c'est, alors bien sûr, on parle de sucre, mais c'est pas que du sucre, hein, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de sucre. Il y a en fait, du glucose et du fructose, principalement, et c'est la quantité de glucose et de fructose qui va être prélevée, en fait, dans le nectar des fleurs, qui va faire la couleur et la cristallisation du miel. Le miel, quand il arrive et quand il est extrait par les apiculteurs, effectivement, il est liquide, mais c'est un être vivant dès lors qu'on ne le chauffe pas, et comme on l'a vu en naturopathie, en fait, tout est une question de température, et quand on reste à des températures en deçà de 40 à 45 degrés, on conserve toutes les qualités du miel, mais ce miel continue à vivre. Et donc, la vie classique d'un miel, hormis les miels de miela et les miels d'acacia,
hormis ces miels-là, tous les miels sont destinés à cristalliser. Quand on trouve un miel liquide toute l'année, ça veut dire qu'il a fait, sauf si c'est ces 2 types de miels-là, ce sont des miels qui ont été transformés par la force des choses. Et s'ils ont été transformés et chauffés au-delà de 60 degrés, effectivement, ils perdent leur qualité. Ils ne perdent pas le goût, mais ils perdent leur qualité nutritive. Parce qu'en fait, du coup, il y a du fructose, du glucose. Et puis après, il y a des vitamines, des acides aminés, il y a, des vitamines C, la vitamine A, de la vitamine E. Il y a des sels minéraux. On a vraiment, plein de substances, qui vont faire que, les miels vont être, heu, bah, très, très bénéfiques. C'est des antiseptiques, vraiment intéressants. Ils vont avoir des vertus, antiviraux. On sait qu'ils sont cicatrisants. Là, c'est le miel, il y a c'est le je vous invite à regarder, professeur Descortes, qui était un professeur à Limoges, qui a fait un énorme travail, de façon très spontanée sur la cicatrisation du miel, qui s'est souvenu, de son service militaire où une personne avait, évité une amputation et qui, du coup, lui, a intégré un protocole, au CHU de Limoges. Et ce Oui, oui, je protocole-là, me au rappelle. départ, Je me rappelle, c'est un homme était déchiqueté de la jambe du c'est genou à ça, la cheville, c'est en ça. temps de guerre, je sais plus qu'est-ce qui lui est arrivé. Et beh, c'était ouais, Le professeur lui avait dit le médecin lui a dit: «J'ai pas le temps de m'occuper de vous, de toute et façon, et il essayez voulait du miel». l'amputer. Il lui a dit Il comme voulait ça: «Essayez du non, miel» parce en que fait, il voulait l'amputer. mais il voulait pas l'homme être C'est amputé. ça, et il est reparti chez lui, en fait. Il est Il est reparti, reparti ouais, et il s'est il est revenu. badigeonné de miel et il est Ouais. revenu, guéri, quoi. Et qui plus est, je crois que c'était au Maroc, et qui plus est, ils ont des miels très, très forts, très puissants, et qui, à mon avis, devaient avoir encore plus de vertus, de cicatrisation, hein. Alors les miels qui sont intéressants pour la cicatrisation, effectivement, il y a le thym, et pour le côté aseptisant, le romarin, et puis, le sarrasin et le châtaignier. Ça, c'est OK. des miels qui, en fait, sont très, très concentrés en minéraux, et qui vont permettre une belle cicatrisation. Je vais y Mmh. arriver. C'est Bon, beau. comme je Mais ça veut dire que le miel de fleur, tu sais, qu'on appuie dessus là dans le commerce, tout liquide, c'est pas c'est pas du miel, en fait. Au secours! Ah si, parce qu'il aura le pouvoir, il répond, à la norme européenne concernant le miel. Le miel. Le miel, c'est un produit naturel, extrait, enfin issu des abeilles, et c'est tout. On ne dit pas que le miel doit être, cristallisé ou pas cristallisé. En fait, ça reste du miel, il a le pouvoir sucrant du miel, avec les qualités, du sucre qui est présenté par le miel, parce que, contrairement à un sucre blanc qui est raffiné, le miel, en fait, est un produit naturel directement assimilable par le corps, sans transformation, et qui a un pouvoir sucrant supérieur, donc du coup, on a tendance à en mettre moins, et qui, va, donner un coup de boost malgré tout. Donc cette capacité sucrante, elle va rester intéressante. Le goût, il va pas beaucoup bouger. À condition qu'il reste en dessous de 40 degrés quand même. Beh, tout ça va pas, le goût et le côté sucrant va pas changer. Par contre, Oui. au-dessus de 40, on perd, les enzymes, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est très, très riche en enzymes. On va perdre des levures, on va perdre des vitamines, on va perdre des acides, enfin les acides vont être certainement moins bons, et puis on va perdre les oligoéléments. Donc en Donc dans fait, la tisane, il faut le mettre dans une tisane tiède, pas brûlante quoi, c'est sinon, ça, c'est mort. Et c'est mort. puis, pour les gâteaux, on va pas avoir, Ah bah, le miel, on n'a que le goût, voilà, on n'a que le goût. Donc le miel liquide toute l'année, c'est un sucre blanc qui est payé très cher. Voilà, très mmh mh. sincèrement, à ce compte-là, vaut mieux, passer sur autre chose, quoi. Mais, et qui va apporter du goût, c'est certain, mais ça répond à une demande, Et et pareil pour le sirop d'érable, le sirop c'est ça. d'agave et tout ça, quoi. C'est ça, et c'est pour ça que moi je, conseille, toujours aux personnes, effectivement, c'est de ne pas le prendre sur une boisson trop chaude, comme on disait tout à Mmh. l'heure. Et puis il y avait cette demande, le public, souhaite du miel liquide. Ben non, le miel liquide, oui, si vous voulez, pas de problème, mais surtout faites-le réchauffer. Évitez le micro-ondes, bien évidemment. Heu, Par exemple, il peut être adouci dans un four. Le four, si vous avez possibilité de mettre à 30 degrés,
Et donc 30 ou 40 degrés, voilà, il va devenir liquide, mais le processus va se relancer après de cristallisation dans 15 jours, 3 semaines. En fait, ça va dépendre du type de miel. Par exemple, nous, le miel de printemps, il est chargé en colza chez nous, dans nos régions. Et alors là, ça fige en 2 jours, quoi. Mmh. Et ça, c'est la balance entre le fructose et le glucose, en fonction de le rapport fructose-glucose qui est présent dans le miel. Et juste, c'est du colza traité du coup, j'imagine? Voilà. Mais est-ce que ça prend les pesticides quand ils butinent, les fleurs? Ah, il y a une belle initiative qui a été prise il y a déjà quelques années, et en fait qui réglemente l'interdiction, de traiter de traiter le colza, sur des heures, ensoleillées. Donc ils peuvent traiter les colzas le soir et le matin. Après c'est dans une région où on fait beaucoup, beaucoup de colza, et qui est nécessaire, hein, parce que voilà, on a bien vu, hein, l'huile, machin. Aujourd'hui, il y a une évolution. Jusqu'à présent, le colza était pas du tout, il pouvait pas être bio et là, ça y est, le processus est engagé depuis quelque temps. Donc on va commencer à avoir des colzas bio. Alors ça reste délicat parce que les colzas bio, posent le problème de la présence de certains insectes qui vont détruire les fleurs. Donc c'est un petit peu le cercle vicieux. Mmh. Donc il faut comprendre, je dirais, prendre tout dans son Mmh. contexte. Nous, par exemple, notre miel de printemps, il ne peut pas être classé bio de par, Oui. cette problématique, actuelle. Ce que je veux dire, c'est quand ils prennent le glucose, parce qu'on sait que les pesticides, ils vont surtout dans les corps gras. Oui, Est-ce que le sucre, du coup, contient des pesticides ou pas? logiquement, puisque c'est pas traité en fleurs, non. Mmh. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, c'est pour ça qu'il y a eu, une grosse campagne contre, Gaucho ou la suite, hein. C'était parce que, l'enrobage pouvait remonter, supposait que l'enrobage pouvait faire remonter dans le nectar Mmh. des D'accord. les néonicotinoïdes. Ah oui, Voilà, c'est donc compliqué, hein, c'est complexe tout ouais, ça. c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Donc voilà, pour, cette partie donc du miel et de toutes ces qualités en fait, on a, vraiment, un produit si on prend et c'est ce que je conseille de prendre des miels auprès des apiculteurs. On a un produit qui est vraiment un produit noble et quand on sait tout le mal qu'elles ont, pour en produire, sincèrement, ça vaut vraiment le coup, de respecter ce produit-là, quoi. Voilà, donc je crois que pour le miel, c'est pas mal. Je pense qu'on peut passer au pollen si tu veux bien, Oui, hein? Parce que ça reste un produit quand même, très important, le pollen, pour les abeilles, mais aussi pour l'humanité, hein, ouais. alors le pollen. Juste, ce que je voulais ajouter, parce que j'aime bien les choses, concrètes et pratico-pratiques et accessibles pour tout le monde. Là, le miel, du coup, c'est un produit thérapeutique, cru, à lui Oui, tout seul c'est ça. et on peut ajouter des huiles essentielles dedans. Ah oui, Des huiles essentielles qu'on peut ingérer, si tu peux en ouais, citer pour différentes vertus, pour bah faire des oui. miels grog. Et justement, en fait, j'expliquais qu'effectivement, moi, j'avais fait un sirop, alors c'est un petit sirop, un peu magique. Je l'avais préparé dans le cadre justement, parce que j'étais aussi formatrice dans un rucher école et dans le cadre d'une formation, justement, sur les produits de la ruche, j'avais dit: «Bah, tiens, je vais préparer un petit sirop et un sirop, bien bien comme il faut contre les bobos les bobos hivernaux». Et ce jour-là, en fait, il y avait un de nos apiculteurs qui s'en sortait pas d'un espèce de toux, de grippe, de je ne sais trop quoi. Ça faisait 3 semaines, le médecin avait mis ses antibio et en fait, j'avais fait une petite préparation qu'il a essayée, qui m'a dit: «Elle est vachement bien» et là, j'ai même, mon frère qui l'a essayé, mais qui en a pris un peu beaucoup, mais du coup, il a perdu tous ses symptômes en une journée. Il avait le covid. Et Ouais, il avait le Covid et enfin, on suppose que c'est le Covid, c'était ouais. pas testé, mais il a retrouvé le goût en une journée. Alors là, pour le coup, j'avais trouvé que c'était un peu miracle, mais je préconiserais pas des doses aussi fortes parce que franchement, Il a et bu là, en toute fait, la bouteille, quoi. ouais, c'est ça et en fait, c'était un mélange voilà, de teinture d'eucalyptus. J'avais, laissé refroidir, laissé macérer, longuement pour que toutes les vertus des feuilles d'eucalyptus se diffusent et j'avais refait un petit concentré. J'avais ensuite, mis, du miel, là donc
à température ambiante pour que le miel fonde tout doucement dans la préparation, à rajouter d'autres produits de la ruche et tout ça, ça fonctionne en synergie et des huiles essentielles. Et les huiles essentielles, c'est ce que j'avais mis en fait, enfin ce qui était la recette, c'était Ravinsara et eucalyptus. Ouais. Voilà et Alors donc une puis teinture mère, pour expliquer ce que c'est toi qui l'as fait aussi? oui, voilà, tout à fait. Donc en fait, j'avais, mis alors là, pour le coup, ça dépend des fleurs aussi, encore une fois, parce qu'il faut pas trop monter. Mais là, pour le coup, l'eucalyptus, la feuille d'eucalyptus étant vraiment très dure et pour faire éclater, je dirais, toutes ses propriétés, j'avais fait chauffer, au moins à 50, 60 degrés, de l'eau. Je mets mes feuilles dans l'eau froide et je laisse, chauffer, toute cette, préparation. Là, je crois que je laisse chauffer 10 minutes à peu près sur une température approximative de 50 à 60 degrés. Et puis après, je laisse macérer. Et après, je filtre. Je récupère cette teinture, je la laisse, je la mets un petit peu, je l'avais un petit peu chauffée aux alentours de 30, juste température tiède pour que mon miel puisse fondre dedans. Mmh. Et ça m'a fait un concentré, ça fait un concentré qui est vraiment efficace Les contre teintures, tu les sais, il y a bourgeons. plein de gens qui savent pas ce que ça veut dire et au moins, Oui. ça rend accessible, la façon de faire, tu vois? Oui, tout à fait. Et les teintures se font principalement sur des produits durs, des écorces, des feuilles qui sont très solides. Sur des feuilles fragiles, on l'évitera ou en tout cas, on ne le fera pas à haute température. On le fera à douce température. Mmh. Alors, tu voulais des choses concrètes, je vous montre le pollen. Alors, voilà, ça c'est le petit pot de pollen. Donc là, il est sec. Euh, mais, hop, alors, je vais baisser la caméra. Et juste pour, le miel grog, on peut aussi juste mettre du miel et quelques huiles essentielles, notamment l'eucalyptus, le thym. Faut que tu remontes un peu ta main par rapport à la Alors, caméra. hop, ah, voilà, ça Voilà. va être mieux comme ça. On peut mettre, du miel avec du citron, du Ouais, thym, du romarin en huile essentielle, hein, du niaouli, du ravinsara et du coup, gérer les dosages. l'arbre pâté aussi. Titri, ouais, il faut Mmh. mettre, 6 gouttes à peu près dans ce que tu as montré de miel, Mmh. de Ouais. chaque Mmh. et puis ça fait un miel grog, À prendre régulièrement dans la journée. à prendre en prévention, une demi-cuillère à café, matin et soir, par exemple et puis en traitement, jusqu'à 2 cuillères à café par jour. Voilà, ou 20 centilitres comme, non, surtout pas. Tout le pot, ouais. Moi, j'étais pas très rassurée. Les huiles essentielles, ouais, c'est fort et puis ça aussi, c'est un soin Oui, intelligent puisque ça va être, prélevé dans le sang par l'organisme et ça va aller, là où ça doit agir de façon très, c'est ça, très dirigé. instinctive aussi, Ouais. l'aromathérapie donc Pour en revenir, parce que du coup, effectivement, on parle des différents miels, mais enfin du miel en général, mais il est important aussi que je donne comme information, c'est savoir que les miels, effectivement, en fonction des plantes butinées, on peut faire du miel monofloral. Moi, je pratique principalement sur du miel de toute fleur, mais pour faire un miel monofloral, il suffit, et encore une fois, c'est l'observation de la nature qui est juste extraordinaire, il suffit de savoir à quelle période la fleur, elle fleurit. On amène une hausse vierge, enfin vierge avec des cannes, mais voilà, sans miel ni nectar à l'intérieur. On regarde, on pose. Si on sait que ça fait des grosses mielées, dès que ça défleurit, on retire. Et par exemple, là, j'ai mon cousin qui me dit au mois d'août: «Oh, tu vu, j'ai un champ de sarrasin pas très loin.» Le sarrasin, c'est un miel très puissant et on était sur de la luzerne. J'ai dit: «Mais il faut absolument qu'on récupère notre miel de luzerne, qui est un miel très doux, pour qu'il ne soit pas, entre guillemets, «gangréné» par le goût du sarrasin qui, pour le coup, ne plaît pas à tout le monde. Il faut savoir que quand on extrait du miel de sarrasin, on en a fait l'expérience au mois de septembre, quand on désopercule, donc on coupe la petite opercule de cire, c'est une odeur très puissante, quoi. C'est une odeur entre le foin, le fumier, mmh. l'odeur des pieds, enfin l'odeur, c'est vraiment, Bah, presque écœurant. j'avais eu un miel de niaouli, fou, j'ai pas Ah pu oui. le consommer parce que c'était trop fort. Ah oui, alors concernant le miel, j'ai lu beaucoup d'avis disant que l'utilisation d'une cuillère en métal annulait les effets bénéfiques, mais également les effets contraires. Hem, Sincèrement, moi, j'ai pas trop d'avis, là-dessus, l'utilisation, après, on
au moment où on consomme rapidement, on ne laisse pas en contact. Alors ça fait un peu comme l'argile où on dit effectivement que tourner, j'irais tourner l'argile, avec avec une cuillère en métal. Moi sur le miel, j'ai pas énormément d'avis. Moi principalement, j'utilise effectivement des cuillères en métal, notamment quand je fais des dégustations, parce que je préfère le métal que le plastique, c'est quand même plus durable. Moi, mes cuillères, bah, voilà, elles partent au lave-vaisselle et elles peuvent être utilisées. Le plastique, bon, après, il y a le bois, effectivement, on utilise aussi les petites cuillères en bois, mais voilà, j'ai Ah, pas. t'es pas en porcelaine, t'es pas en Non, service. je suis pas en porcelaine. Alors, par contre, quand je fais mes préparations, là où par contre je pourrais rejoindre cette interrogation-là, quand je fais mes préparations, notamment, comme je disais, la petite recette que je donnais là sur la teinture mère, là effectivement, spontanément, j'utilise une cuillère en bois par contre. Mm. Donc voilà, peut-être qu'il y a une question de feeling et que je ressens le besoin, mais sur de la dégustation quotidiennement, je pense que franchement, Mm. ça doit pas être énorme. En fait, Donc du coup, c'est une question d'ion. oui, c'est ça. C'est quand on a un produit actif et puissant naturellement, bah, Ouais, comme l'argile ou quoi, on va avoir, des échanges qui se font ouais, avec c'est les vrai. matières, autour et le métal a tendance à donner ses ions, au produit. Ouais. Moi, j'ai une grosse marmite en cuivre, tu vois? Une ancienne et je pen ça donne du positif à l'alimentation. Par contre, c'est vrai que les métals, c'est pas l'idéal et même quand on fait des produits maison, produits Oui, ménagers, on ouais, dit bien d'utiliser plutôt des couverts, en bois en bois, ouais, c'est ça. et des récipients en verre. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Mmh. Donc du coup, je reviens sur les miels monofloraux. En fait, ils ont des vertus différentes en fonction de. Alors, je vais en citer quelques-uns pour ceux qui ne connaissent pas encore tout à fait les plantes et les qualités. En fait, on peut retrouver par exemple les qualités de la lavande, que ça soit en phytothérapie, la qualité, je dirais, de relaxation ou pour lutter contre les Équilibrant insomnies. Comment? équilibrant du système Ouais, nerveux. voilà. Et donc, du coup, quand on va consommer le miel, on va retrouver ces Ouais. vertus-là. Par exemple, la bourdaine, nous, on en fait ici, c'est un antispasmodique. Mmh. Parce qu'on a quand même, enfin, notamment mon mari, il a des ruches sur certains bois et on sait qu'il y a de la bourdaine. Donc, voilà, on a ce côté antiseptique. Le miel de châtaignier, par exemple, ça va être la circulation sanguine. Ça va être aussi la cicatrisation, hein. Là, vraiment un grand cicatrisant. Le colza, c'est vrai que moi, il y a des gens qui n'aiment pas trop ça. Bon, chez nous, comme c'est un peu culturel, c'est un goût qui est très fin et une cristallisation qui est super douce, c'est vraiment agréable. Ça va avoir des effets contre tout ce qui est problématique cardio. Ça va adoucir les problématiques cardio. Du Le coup, romarin, excuse-moi de te couper, mais je pense, au châtaignier sur la oui, circulation. Du coup, on ouais, peut imaginer faire un masque, visage pour quand on a des ah oui, rougeurs, tout pour à dire fait. avec des huiles végétales, pour dire d'apaiser tout ce qui est, micro, circulation. Ouais, ouais, tout à fait. De toute façon, oui, on n'en a pas parlé, mais effectivement, le miel, on a parlé en cicatrisation, en cataplasme. Juste une petite aparté, mais moi, j'en ai fait l'expérience de façon très surprenante. Je me suis brûlée une fois. Et on était chez des amis, c'est une tisane qui s'est renversée. Ma amie m'a dit, j'ai pas de biafine. Il y avait le petit-fils qui était venu, enfin bref. Et j'ai dit, c'est pas grave, je viens de t'amener du miel, donc ramène du miel, quoi. Et j'ai fait un cataplasme de miel. Et le seul endroit où j'ai oublié de mettre du miel sur la brûlure, ça m'a fait une cloque. Tout le reste, ça n'a pas du tout fait de cloque. Ouais. Et je l'ai essayé, enfin j'ai essayé malgré moi à 2 reprises, c'est extraordinaire. Mais un cataplasme vraiment hermétique et tout, de miel. Alors sa cicatrisation sur une plaie, oui, mais pour des brûlures, c'est vraiment magique, quoi. Et sur une très grosse brûlure, j'avais mélangé ça avec de l'aloe vera, dont les vertus hydratantes sont aussi très précieuses, quoi. Et ça a vraiment fait vraiment super, enfin super effet, quoi. Ouais. Selon la peau qu'on a, on peut C'est imaginer, ça, l'huile de pâquerette, pour les c'est ça. brûlures et tout, les irritations, je pense à l'huile de plantain aussi qu'on peut C'est faire. ça, tout à fait, ouais. Donc voilà, en fait, les vertus, je vous donne approximativement ce qui peut se retrouver. Le tilleul, par exemple, le miel de tilleul, qui a un goût mentholé, c'est très bizarre. C'est un Mmh. goût mentholé, c'est pas du tout doux comme quand on fait une tisane. Et le miel de tilleul va avoir un effet relaxant et à lutter contre les insomnies. Enfin, voilà. Ouais.
Et je fais Voilà. une petite parenthèse, vous pouvez retrouver des vidéos sur comment faire de l'huile de pâquerette et de l'huile de plantain sur ma chaîne YouTube. Oui, qui est très bien faite. Merci. On passe au pollen, du coup, que je vous ai montré Yes. tout à l'heure. Oui. Alors, le pollen. Alors, le pollen, c'est... bah, tiens, du coup, j'ai un grain. Je ne vais pas le perdre quand même. Alors, le pollen, on a deux types de pollen. Il y a le pollen qui va être celui des graminées et il y a le pollen de fleurs. Le pollen de fleurs, en fait, c'est sur les plantes entomophiles, c'est-à-dire que c'est des plantes qui ont besoin d'avoir un insecte, l'abeille entre autres, mais pas seulement, d'avoir un insecte pour pouvoir se reproduire. Alors, je vais vous montrer un extrait de mon jardin. Hop. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais voilà ce que j'ai trouvé dans mon jardin encore hier. Hein. Donc, tout ça, là, hein, la petite pomme, la tomate, le poivron, la poire, même les courgettes, ben, tout ça, en fait, ben, c'est grâce aux abeilles. Sans les abeilles, ben, il n'y aurait pas ces fruits et légumes. En fait, le pollen, c'est l'organe mâle de la plante et les abeilles vont se rouler dans le pollen. Ouais, j'ai une petite photo si tu veux, Cécilia. Et elles vont transporter cet organe mâle de fécondation sur d'autres fleurs qui vont avoir des organes femelles et c'est ce qui va en fait pouvoir créer le fruit. C'est cette fécondation de deux organes qui va permettre la sortie d'un fruit qui, en fait, le fruit est un organe fécondé et abouti. Alors, ce pollen, pour la ruche, en fait, c'est une source de protéines absolument nécessaire à la colonie. Sans pollen, il n'y a pas de colonie. Tous les petits grains là que vous voyez, en fait, c'est... alors, la capsule, elle le montre bien, vous voyez l'abeille là, hop, avec l'abeille va dans la fleur et comme elle est composée de 3 paires de pattes, elle va se rouler dans le pollen et en fait, elle va se débarbouiller avec sa première paire de pattes qu'elle va brosser avec la deuxième sur laquelle elle a un petit peigne. La deuxième paire de pattes est équipée d'un petit peigne. Et depuis ce peigne-là, elles vont aller ranger ça dans des petites corbeilles. Alors, en fait, sur la troisième paire de pattes, là, elles ont une petite corbeille, hein, un petit sac. Et elles vont agglomérer tous ces grains de pollen dedans avec une substance qu'elles prélèvent sur leur coussinet de leurs pattes. Elles sécrètent une petite substance et elles vont créer ces petites pelotes. Alors, le pollen, nous, on le récolte grâce à cet appareil-là. C'est les deux petites sacoches du facteur, quoi, sur le vélo. C'est ça, c'est exactement les sacoches du facteur, tout à fait. Alors, là, c'est le bac. On positionne cet appareil-là, voilà, vous voyez bien là, je pense. En fait, on positionne ça devant la ruche. Les abeilles rentrent ici. Et après, on met l'appareil qui est ici. Voilà. Dans le bon sens, c'est mieux. Hop, on glisse ça, vous voyez. Donc, du coup, je ne sais pas si vous voyez, il y a des trous. Vous les voyez ou pas? Oui. Voilà. Et en fait, par ces petits trous-là, les abeilles vont passer là. C'est la taille de l'abeille. Et donc, du coup, avec les sacoches, ça ne marche plus. Donc, elles vident leur sacoche et on récupère dans le petit bac qui est là. Et ça, en fait, on le fait, parce qu'on parle d'intelligence d'abeille, hein, on le fait pas très longtemps parce qu'en fait, elles ont vite compris. Elles ont très, très, très vite compris que c'était pas bon de faire ça. Donc, du coup, le premier jour, on en récupère beaucoup. Le deuxième jour, on en récupère moins. Et le troisième, on récupère presque rien. Et en fait, elles se dandinent pour passer une patte, puis l'autre. Donc, au bout de 3 jours, on est obligé de retirer les trappes. En fait, on retire la trappe, la petite languette, là. On laisse les abeilles passer normalement et on recommence quelques jours après. Et ce pollen, il est... Comme tu disais, faut être intelligent aussi et ne pas prélever tout leur miel et tout leur pollen, en fait. Je ne vous cache pas que moi, j'ai un peu du mal avec le pollen et même la gelée royale parce qu'en fait, c'est des super produits, mais au niveau conception, quand je le fais, déjà, je le fais, généralement, je le fais 2 jours. Quoi. Ça m'embête trop. Quoi. Je le retire rapidement. Parce que, oui, effectivement. Alors après, sur le pollen, on constate des choses intéressantes, toujours dans le développement de ces abeilles, c'est que généralement, dans l'intelligence des abeilles, généralement, en fait, elles vont avoir tendance à rebooster ça a tendance à rebooster la colonie après. C'est-à-dire que, en fait, une fois qu'on a fait ça, elles doivent sentir qu'il y a
il y a eu un prélèvement et que du coup, c'est pas terrible. Et après, du coup, la reine, elle a tendance à répondre, les abeilles à fournir du pollen. Ah, Donc, du coup, l'idée, c'est de pas retourner tout de suite à ouais. Un remettre les petit trappes. stress positif, quoi, mais C'est ça, ouais, c'est pas ça. que ça perdure trop, quoi. C'est ça, ça peut pas perdurer trop. Donc, c'est une source de protéines qui est hyper importante parce qu'en fait, Mm. c'est ce qui va permettre de nourrir la larve. Donc, tu vois, tout à l'heure, on parlait du miel qui est le carburant. Le miel, c'est vraiment le carburant des abeilles, hein. Elles consomment, elles produisent la chaleur, elles produisent de l'énergie. Le pollen, c'est vraiment à destination du couvain. Alors, les abeilles en consomment un peu par la force des choses, mais c'est à destination du couvain. Donc, elles récupèrent ces petites pelotes-là et elles vont, encore une fois, hein, c'est des butineuses. Les abeilles qui sont à l'intérieur de la colonie vont, elles, récupérer ces petites pelotes et elles vont les positionner dans dans des alvéoles, comme on avait vu tout à l'heure, hein, dans ces alvéoles-là. Et là, elles vont les tasser. Elles vont faire un mélange avec du miel. Et avec leurs pattes, toujours avec leur coussinet, elles tassent, et en tassant, elles y mettent à nouveau des levures. Donc, le pollen qu'on récupère là a déjà fait l'objet d'une transformation au moment où, en fait, elles ont récupéré, peigné et mis dans leur petite pelote, elles ont déjà ajouté des levures. Et après, elles rajoutent à nouveau des choses quand elles font ce qu'on appelle vraiment le pain d'abeille. Et si nous, on allait récolter le pollen et qu'on le consommait comme ça dans la fleur, on n'aurait pas la même richesse que ce type de pollen-là. Alors là, c'est vraiment très, très riche en levure. C'est riche en protéines, énormément de protéines. Ça permet aux larves vraiment d'être boostées quand elles consomment D'ailleurs, dans le couvain, en fait, au centre, on a les œufs, autour, on a les larves, et après, juste à côté des larves, souvent, on a du pollen. Que vraiment, il faut alimenter, quoi. C'est chargé en vitamines, alors vitamine B, vitamine A, vitamine C, D, E, là, c'est vraiment plein, plein de vitamines. Il y a plein de flavonoïdes. Alors les flavonoïdes, il y en a aussi dans le miel, hein, et les flavonoïdes, c'est très, très, très bon pour, la santé. C'est ce qu'on va trouver dans les fruits, les légumes, nous, quand on en consomme. Et les fruits et légumes ont beaucoup moins de flavonoïdes que, ce qu'on peut trouver dans le pollen. C'est Et les très bien flavonoïdes, les flavonoïdes pour les tissus, tout le c'est système ça. cardiovasculaire et la circulation, la qualité des vaisseaux. C'est ça, c'est un antioxydant puissant, en fait. Ouais. Ça limite le stress, oxalique. Oxalique, n'importe quoi, n'importe quoi. Hem Et puis, on trouve à nouveau des enzymes et puis des ferments lactiques, donc qui vont permettre, tout ça de booster aussi le système immunitaire, alors des abeilles aussi, hein. Alors pour nous, ça enrichit le système digestif, notamment tout ce qui est intestin aussi, mais pour les abeilles aussi. Il faut savoir que, les abeilles ont un système digestif aussi assez délicat. Par exemple, à la sortie de l'hiver, quand il y a eu beaucoup d'humidité, qu'il y a plus justement de pollen, et notamment quand on nourrit avec du sucre. Quand on nourrit avec du sucre, on a plus de risques d'avoir des diarrhées de fin de saison. Parce qu'il faut savoir que les abeilles, quand elles vivent à l'intérieur de la ruche, elles ne vont pas faire leurs besoins dans la ruche pour des conditions sanitaires. Donc, en fait, dès qu'il y a un rayon de soleil, même pendant l'hiver, hein, des fois, on a des belles journées, elles sortent, elles font leurs besoins et elles rentrent. Et si elles maintiennent trop tout ça à l'intérieur, que le milieu est humide et qu'elles n'ont pas de pollen, ou qu'elles consomment des produits qui sont transformés, dans ce cas-là, on risque d'avoir des diarrhées. Et ce que j'ai déjà fait, qui avait plutôt bien marché, c'est de donner du vinaigre de cidre dilué. Comme pour nous. Le vinaigre de cidre, ça a aussi des vertus pour nous et notre système digestif. Oui, parce que c'est pas le sujet, mais tu as plusieurs types d'animaux, parce que tu as une ferme pédagogique, Oui, et tu les soignes de façon naturelle, notamment tes poules, tes le plus chèvres. possible. Et c'est comme ça aussi que mes poules consomment aussi du vinaigre de cidre pour éviter tout ce qui est coccilie dans les intestins. Bon, après, parfois, j'ai recours malgré tout à des produits médicamenteux quand c'est trop compliqué. Mais sinon, j'essaye, en tout cas, je fais beaucoup de préventif. Et j'essaye de faire en sorte que mes cocottes puissent aussi bien passer leur journée. Et c'est comme ça que je me retrouve avec un coq va avoir 11 ans. Il est toujours en vie, mon coq.
à qui j'avais fait un massage cardiaque, il est toujours en vie. Ça fait 5 mois. Bah, dis donc. Donc pour le pollen, pour nous, effectivement, ça va avoir tendance à bien enrichir, le microbiote intestinal, à limiter les poussées anti-inflammatoires, notamment poussées, 3-4, les poussées inflammatoires, Mmh. notamment les maladies problématiques intestinales, genre Crohn. Ça limite la fatigue, hein, c'est un vrai fébrifuge, hein. Nous, on consomme notre pollen à partir d'octobre, généralement par cure de 3 semaines, jusqu'au mois de mars. Bon, l'année 2021, non 2022 avec les problèmes Covid, on avait été jusqu'au mois de mai. Et puis Tu du coup, consommes combien? Tu en consommes combien par, nous, jour? on prend une petite cuillère à café par jour. Et comme ça, Ouais, alors sur du sec, alors l'avantage du sec, c'est que pour le vendre, c'est plus pratique. Pour le consommer, c'est quand même pratique. Tu le mets dans le placard, tu le sors, tu le mets dans. L'idéal, c'est le sec, c'est de le réhydrater un peu pour que les levures se redéploient. mmh, Si vous avez la possibilité, c'est de consommer du pollen frais. Donc le pollen frais, il est congelé. C'est-à-dire qu'on le prend, on le met au enfin, on le prélève aux abeilles, on le met au congélateur et on le garde au congélateur. Parfois, il y a des envois par internet de colis de pollen frais. Ça pose question, mais non, c'est pas un problème parce qu'en fait, à chaque décongélation, entre guillemets, le taux de levure va augmenter. mmh, C'est-à-dire que bon, si on le laisse comme ça à l'air libre, il risque de fermenter. mmh. Donc là, en congelant et en décongelant, c'est pas un problème en fait. Et puis, donc nous, on en consomme comme ça. Et là, je viens de faire justement un mélange de pollen frais avec du miel, parce qu'en fait, tous les produits de la ruche agissent en synergie. Si on Bien. mélange les 3-4, ouais, il y a une belle synergie entre tous les produits. Et donc, du coup, l'un va favoriser l'autre. Et d'ailleurs, c'est ce que font les abeilles quand elles font leur pain d'abeille. Et ce pain d'abeille-là, il est vraiment très, très riche. Moi, je sais que quand on en a de temps en temps dans les hausses, parce qu'elles n'arrivent pas toujours à stocker tout en bas, donc elles vont en stocker dans les hausses, et donc je le récupère. Et moi, qui suis très sensible à tout ce qui est excitant ou calmant, j'évite d'en manger le soir parce que sinon, je risque de pas dormir. Euh, voilà, une cuillère en temps normal, en préventif, une cuillère par jour, le matin à jeun, c'est pas mal. Ou alors, si on n'aime pas, parce que ça a quand même un goût particulier, alors je conseille toujours aussi d'avoir quelque chose d'un peu multicolore, parce que ça veut dire qu'il y a une diversité. Et qui dit diversité dit apport complément, enfin complet. De même que ce soit pour les miels ou le pollen, je conseille de consommer en local. Alors, pas pour faire fonctionner les apiculteurs locaux, mais même si c'est quand même Oui, intéressant. Mais c'est surtout qu'en fait, le pollen, notamment, il va refléter votre vie ce dont on a euh, besoin. Mmh. en local. Et donc, du coup, il va être obligatoirement associé à quelque chose dont on a besoin. Ouais. Et par la force des choses, ça reste quand même plus intéressant de consommer du pollen de cette façon-là. Bah, c'est Alors, sur toujours les la même propriétés, logique. Après, enfin, tant que ça reste aussi en France, c'est pas non plus, illogique, mais non, là, par exemple, on dit, les produits de saison et locaux. Moi, je suis en Normandie, donc les pommes, les noix, les courges, les carottes qui restent, les tomates qui restent. C'est vraiment les produits pour soutenir le corps à l'automne. Donc, complètement. tout est toujours logique. Les poires, les prunes, les raisins, là, ça permet de nettoyer le corps pour, l'automne et il y a parfaitement les bons ingrédients pour, Prendre soin de notre corps. ouais. Ouais, ça, c'est ça. C'est Donc complètement les adapté, en produits fait. de saison et locaux, c'est comme tu dis, c'est pas que pour des raisons économiques. La nature est parfaitement bien faite et C'est j'irai ça. plus loin, j'avais suivi aussi un herboriste, aromathérapeute qui disait, heu, souvent quand il va chez les gens faire, des consultations et qu'il y a une problématique, grave ou chronique, tu vois, depuis un moment, il s'aperçoit que la plante dont la personne a besoin pullule dans son jardin. Ah oui. Tu vois? Comme Ah s'il ouais. y avait, cette intelligence-là, la terre sent qu'on a besoin de quelque chose en particulier et nous l'offre, en fait. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, ça me surprend pas du tout. Et là, on retrouve ça en fait dans les abeilles, le pollen. Enfin,
Ce pollen-là, il a aussi servi à justement alimenter toutes les fleurs locales, quoi. Donc là, le pollen, pour le coup, on le trouve que sur les fleurs, on ne le trouve pas sur du miel, hein. Bon, alors, là où c'est vraiment intéressant, c'est que c'est un antioxydant et qui, du coup, va agir sur les radicaux libres, comme tu disais tout à l'heure, pour pouvoir favoriser une belle régénération, de toutes les cellules, quoi. Et donc, ça reste très intéressant. Denis ne veut pas faire coucou. Denis ne veut pas faire coucou. Tu veux faire coucou, Denis? Non, il est parti, Denis. Il est parti. Et il part aux abeilles, justement. Il fait beau là et du coup, il va en profiter. On a l'application obligatoirement de petits produits pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie contre le varroa. Donc, du coup, il va faire ça cet après-midi. Sur le pollen, il y a des effets donc, sur les probiotiques, on l'a dit tout à l'heure. Il est hypercholestérémique. Oh là, 3, 4, hypercholestérémique. On va y arriver. C'est-à-dire qu'en fait, il va neutraliser vraiment les problèmes de cholestérol. Il agit sur la vue aussi, ça c'est important. Et puis, principalement celui de cyste, moi j'en ai pas de cyste dans le secteur, on dit qu'il peut vraiment prévenir les problématiques de prostate. Donc ça c'est un pollen qui est vraiment recherché. Et puis en cancérologie, il a tendance à réduire la production de cellules malsaines. Mais ça c'est en pleine... il y a beaucoup de recherches sur cela. Quelque chose qui est important de dire, c'est la problématique des allergies. Alors, comme je l'ai dit en début, c'est que le pollen qui est prélevé par les abeilles, ce n'est pas des pollens de graminées. Ce n'est pas des pollens aériens. Donc là, c'est du pollen de fleurs. Donc, c'est intéressant pour ceux qui le souhaitent de goûter très peu de pollen de fleurs pour voir si ça a un effet sur leur santé avant d'en consommer. Et puis, à l'opposé, du coup, ça peut aussi générer une réduction des problématiques d'allergie au pollen, puisqu'en fait, en ingérant du pollen avec des caractéristiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes, on peut contrecarrer les problématiques de pollen. Et justement, mon mari, il avait toujours un peu de sinusite à période de printemps. Et depuis qu'on consomme du pollen, il n'a plus jamais ce problème de sinusite de printemps. Ce n'était pas une allergie vraie et avérée, mais c'était quelque chose quand même de récurrent. Et là, il n'a plus du tout ce problème-là, quoi. Donc, toujours à tester, mais avec vraiment des très petites doses. Et puis après, voir si ça fait effet, quoi. Alors, il a un autre souci, il a une autre vertu, mais qui peut être un souci pour les personnes qui ont tendance à avoir faim, c'est qu'il a un côté diététique. Et donc, du coup, il va avoir tendance à stimuler l'appétit, comme la propolis. Oui, c'est ça, c'est ça. Quand je prends la propolis là que tu m'as envoyée, j'ai l'impression d'avoir un gros trou à l'estomac et il faut que je mange, quoi. Oui, ça, alors on va en parler juste après, mais ça, c'est le côté en fait nettoyant, je pense. Ouais. Et je pense que ça accélère le processus. La nature n'aime pas le vide, donc j'ai envie Voilà, de manger des gros gâteaux après. c'est ça. Donc, du coup, pour revenir sur le pollen, du coup, il est préconisé en cas d'anorexie. Les gens qui sont anorexiques, pour le coup, et même en stimulant, moi, je sais que j'ai un oncle qui a été malade là dernièrement, et du coup, il avait perdu un peu l'appétit, et puis en termes de vitalité, Oui, les ça personnes l'a bien âgées, boosté. ouais. Les personnes âgées, du coup. Ouais, ça l'a bien. Je pense que ça a vraiment bien boosté. On dit aussi que du coup, ça apporte tellement de vitamines et d'oligo-éléments que ça peut aussi avoir un côté sur la dépression, les burn-out. Ça peut stimuler. Denis veut faire un coucou. Vu que Cécilia ça demandait. agit. Tu veux faire un coucou? Non, il n'entend pas. Vu que ça agit aussi sur le système digestif et notamment les probiotiques, forcément, ça va agir sur le cerveau puisqu'on sait que les deux sont liés. C'est Et, ça. le confort intestinal va agir au niveau du confort émotionnel aussi, quoi. C'est ça, tout à fait. Est-ce qu'il veut faire un coucou, l'apiculteur? Bonjour Denis. Il est timide, hein. Il arrive, je crois. Il arrive ou pas? Il nous connaît quand même pourtant. Tu connais Cécilia? Voilà, c'est lui qui est à la source de ma passion de l'apiculture. Bonjour à tous. Bonjour Denis. C'est lui qui est à la source. Bon, il fait beau alors aujourd'hui, les abeilles sont contentes. On va en profiter, oui. Ah, super.
Super. Les mettre en condition hivernale. Voilà, il va leur mettre un petit chapeau, une petite laine. Petite écharpe. Voilà, un petit écharpe et un petit peu de miam-miam pour celles qui en ont besoin. Bon, bah, super. Beau travail. On enchaîne avec la propolis du coup, puisqu'on a Oui. parlé du côté. Alors la propolis, c'est la propolis, on va en avoir là. Voilà, ça c'est une récolte que j'ai faite. Voilà. Hop. Alors, c'est une texture noire résineuse, donc là elle est dure. Ça a une odeur, moi j'adore. Ça a une odeur. C'est une pâte qui a l'odeur de cuir, de... Assez puissant, d'huile essentielle, de résine, c'est très 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 puissant comme. Alors on en trouve sur les cadres, là par exemple, là, là je montre quelques exemples, mais en fait même sur ma fameuse trappe tout à l'heure, j'ai vu qu'elle m'en mettait sur les trappes à pollen. Alors la résine, cette résine là en fait elle est issue de dans nos régions, hein, en France c'est principalement les peupliers, les chênes. Le hêtre, le hêtre principalement, les sapins, bien sûr. C'est composé aussi de cire et puis d'huile essentielle parce qu'en fait, c'est prélevé directement à la source des arbres et des écorces. On y retrouve un peu de pollen et il y a beaucoup de flavonoïdes aussi, des phénoliques, il y a des acides gras, par la force des choses, hein, que ça soit un peu collant. Hippocrate reconnaissait déjà des vertus à la propolis. Et on sait qu'il y avait de la propolis pour embaumer les pharaons. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très, très puissant. Elle est récoltée par les abeilles sur le même principe que le pollen. Elles les mettent dans ces petits sacs sur leur patte arrière. Et elles vont rentrer ça à l'intérieur de la ruche pour boucher les trous, les courants d'air et les vibrations. Et côté vibratoire, moi, je trouve ça assez exceptionnel. C'est pour ça qu'on en retrouve toujours sur nos cadres. En fait, quand on a nos cadres dans la ruche, là, en fait, généralement, il faut qu'on défasse ces cadres avec un outil parce que c'est complètement collé. Là, celui-ci, c'est un cadre qui est récent, c'est un cadre que j'ai fait tout bio. Donc, du coup, on n'en voit pas trop, mais vous voyez, en fait. Et en fait, elles ne supportent pas les vibrations. Et d'ailleurs, je me suis fait la même réflexion là, sur ma petite trappe à pollen. Hop, que je vais récupérer. La petite trappe à pollen, là, vous voyez, là, en fait, je pense qu'elles étaient prêtes à. Parce que ça vibre, ça bouge, donc c'est très énervant. Et en fait, elles en collent partout où il y a un petit jour, un petit espace, et notamment sur nos hausses, quand on récolte nos hausses. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, il faut prendre le couteau à lèvre-cadre et décoller. Et ça colle vraiment, ça colle à un point que c'est capable de casser du bois, voire de faire tomber un plomb ceux qui en mangent. Voilà, genre carambar, parce que c'est un peu ça, hein, la couleur, c'est la couleur du carambar, et c'est en termes de texture, c'est vraiment, vraiment ça, quoi. Et ça, pour moi, c'est un produit miracle de la ruche. Vraiment, son côté aseptisant, antiviral, antimycosique. Enfin, moi, je suis fascinée par cette propolis. Alors, comment on la récolte? Toute la sphère ORL particulièrement. La sphère ORL, en cancérologie. Les Japonais sont les plus gros consommateurs de propolis. Et eux, ils l'associent systématiquement à des protocoles chimiques. Oui. En fait, ça, pareil, ça agit en synergie. Peut-être que sur le cancer du sein, il faut peut-être faire un peu attention, mais ça agit vraiment en synergie. Ouais. Et comme on la récolte, en fait, on met une espèce de petit vide au-dessus de la ruche, et on met une espèce de grille. Alors là, vous voyez, je ne l'ai pas récolté. Je sais pas si. Alors, vous voyez, il y a des trous, et puis il y a des fois, il n'y a pas de trous. Et là, je vais peut-être essayer d'en faire. Sortir. Je ne sais pas si vous. Ouais, vous voyez mon doigt, là, j'en sors là. Voilà, c'est tombé. Et en fait, on met ces plaques-là, on met cette plaque-là au congélateur, parce que c'est une résine, donc c'est mou, on ne peut pas la récolter comme ça. On met la plaque au congélateur et on roule la grille, et vous voyez, ça sort un peu. Alors, parce que si tu dois tout faire au couteau. Et puis surtout que ça colle trop, quoi. Alors, nous, on en récolte aussi sur nos cadres, juste pour notre consommation. Nous, celle que je vous ai montrée là, on la récupère sur les cadres et puis on la nettoie et on fait attention, mais on n'en vend pas de celle-ci.
Donc, il y a un côté antioxydant vraiment très, très puissant sur la propolis grâce aux flavonoïdes là. Et c'est vraiment des plus puissants produits pour moi. Le mal de gorge, moi, si je me lève, j'ai un peu mal à la gorge, je mâchouille de la propolis toute la matinée. À midi, je n'ai plus rien du tout, quoi. Mais vraiment plus rien. Ça agit sur les maladies cardiovasculaires parce que du coup, c'est un côté chélateur. C'est chélateur de métaux lourds. C'est un côté purifiant. Là, moi, je sais aussi que quand, par exemple, j'ai un petit problème intestinal, genre gastro ou nausée, paf, je mange de la propolis. C'est vraiment puissant. Alors, le côté antiseptique, j'ai pas trouvé mieux. Ah, mais j'ai pas sorti ma petite fiole, mais je fais de la pareil. Là, une teinture mère alcoolique avec de l'alcool dans lequel je mets ma propolis. Je la laisse au moins 7 heures, mais l'idée, c'est de la laisser plusieurs semaines. Et ça, je m'en sers pour tous les petits bobos, mais tous, tous, tous. Les bobos des aftes, le mal de gorge, les coupures, les écorchures, les crevasses hivernales. Enfin, ça, c'est ce qui est impressionnant, parce qu'en plus, elle a un côté aussi assez anesthésiant. Donc, ce qui est impressionnant, c'est que quand on pose la propolis sur une coupure qu'on vient de se faire, moi, je ne sais pas si c'est une sensation ou une réalité, mais j'ai cette sensation-là que ça fait effet immédiatement. J'ai l'impression que ça resserre les tissus immédiatement. Alors, après, il y a plusieurs types de propolis. Nous, celle qu'on produit, vous avez vu, elle est principalement brune ou jaune. Ça dépend du lieu, encore une fois, du lieu de butinage. En Amérique latine, notamment au Brésil, ils en font de la rouge et de la verte. C'est un côté antibactérien, c'est un côté antifongique, antiviral. Pour moi, c'est vraiment un produit miracle, quoi. Ça limite les divisions cellulaires des maladies malsaines grâce au caféique. Alors, le caféique, c'est en fait c'est une enzyme qui va permettre, notamment sur la partie cancérologie, qui va permettre en fait de rompre la bonne communication entre les cellules malsaines et d'augmenter la bonne communication dans les cellules saines. En fait, ça va apporter énormément d'éléments aux cellules saines. Pour ça, je vous conseille, il y a une petite conférence qui est faite par Françoise Sauvaget, qui parle de la propolis avec excellence, quoi. C'est une dame qui est pharmacienne et qui a fait une thèse sur la propolis. C'est vraiment génial, quoi. Alors, avec de la prise d'antibiotiques, elle a un effet aussi synergique. C'est-à-dire que les antibiotiques vont agir, parce qu'on a parfois besoin d'antibiotiques. Les antibiotiques vont agir et la propolis va faire le reste. Oui, c'est ce que je voulais te demander du coup, que ce soit la propolis, le miel ou le pollen, il n'y a aucune contre-indication médicamenteuse? Médicamenteuse, non. J'aurais tendance juste à dire de toujours prendre l'avis médical dans le cadre de chimiothérapie. Parce qu'on sait qu'on est sur des traitements lourds. Et moi, il y a le côté quand même très épurant de la propolis, où je me dis, je ne peux pas dire à tout le monde, allez, faites de la chimio et mangez de la propolis en même temps. Par contre, prenez l'avis médical ou, au préalable. Moi, je sais qu'il y avait, quand mon papa était malade, un cancéreux, j'avais donné un prospectus sur la propolis à mon père pour qu'il le lise et puis qu'il pense que c'est important pour lui. Et ce médecin-là m'a demandé si je ne pouvais pas lui fournir parce que ça l'intéressait énormément de voir justement comment il pouvait rendre compatible la prise de propolis avec la chimiothérapie. Donc là, je pense qu'il faut absolument toujours poser la question à son médecin. Ouais. Le miel, il y a très peu d'allergies. Enfin, franchement, le pollen, c'est ce que j'ai dit, c'est faut tester avec les allergies au pollen. La propolis, non, hormis parfois peut-être le goût qui peut être particulier, mais sur la propolis, par le côté épurateur, il y a un côté anti-inflammatoire, la présence des flavonoïdes, ça c'est super, super intéressant. La propolis, c'est aussi régulatrice du système immunitaire. Donc, quand on prend, comme je disais tout à l'heure, la synergie de tous les produits de la ruche, quand on prend, moi je pense que j'étais en contact de quelqu'un qui était du coup Covid, on n'a rien eu, quoi. J'ai eu un petit mal de gorge samedi matin, j'ai dit bon allez hop, armée lourde pendant une petite semaine et puis voilà, et il y a une vraie synergie entre tous ces produits-là, quoi. Un effet détox, ça c'est pour le côté purificateur. Et puis la propolis, comme je disais, sur la partie cancérologie, même si elle ne va pas soigner et guérir les personnes, elle va contribuer à la réduction des effets négatifs, justement des rayons et des chimios, et augmenter la croissance des bonnes cellules.
Et du coup, pour répondre à Inès, le pain d'abeille, c'est le mélange de miel et de C'est pollen. ça, c'est ça, c'est ça. Alors le pain d'abeille, le terme d'utiliser de pain d'abeille, pain d'abeille, c'est vraiment du pollen qui est récupéré dans les cellules. Et le pain d'abeille, effectivement, pollen plus miel, plus des levures quand elles ont tapoté en fait avec leurs petites pattes sur lesquelles elles ont je dirais des souches, des molécules qui permettent de développer des levures. Donc un miel de qualité, c'est un miel qui est prélevé de façon intelligente, c'est-à-dire pas surprélevé par rapport à la ruche C'est ça. pour le respect de la nature. Le pollen, c'est pareil. Ouais. La propolis, C'est pareil. C'est pareil parce que la propolis, pour faire de la récolte, vous avez vu la trappe que je vous ai, la grille que je vous ai montrée. Effectivement, il faut faire un espace parce que leur idée, c'est oh là, il n'y a pas d'air, donc du coup, je bouche. Bon, si on les stimule à boucher comme ça, c'est sûr qu'elles vont aller en chercher en pleine nature, elles vont s'user un peu plus, et puis il faut le faire à la bonne période. Parce que si on fait parce que la résine, la résine qui permet la propolis, on n'en a pas toute l'année, quoi. Ça va être plutôt printemps ou là, cette saison-là. On ne peut pas faire de la propolis toute l'année, quoi. Et puis après, ça dépend aussi de l'environnement. Encore une fois, il faut agir intelligemment. C'est l'intelligence des abeilles, mais aussi l'intelligence de l'homme qui est derrière, quoi. Et ça, il y a certaines productions de miel, de gelée royale qu'on trouve dans le commerce et notamment dans les Oui, pharmacies. Quand c'est il y a ça. écrit provient de Chine, C'est ça. Et là, il faut faire très attention parce que alors là, justement, on va enchaîner sur la gelée royale, c'est un peu plus court. La gelée royale, c'est ce petit produit-là. Ça se vend généralement dans ce format-là. C'est un liquide blanchâtre qui, en fait, va nourrir la reine toute sa vie. C'est pour ça qu'on lui voue des vertus exceptionnelles, la gelée royale. Et c'est en fait plus il y a un côté symbolique sur le fait que la reine, elle vit 3 à 5 ans, alors que les abeilles vont vivre au maximum, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 6 mois. Et en été, elles vont vivre que 45 jours. Alors que la reine, elle va s'user aussi, parce que la reine, elle pond. Elle pond toute sa vie, avec des ruptures de ponte sur certaines périodes, et puis des pontes maximum jusqu'à 2000 œufs par jour. Donc, en fait, elle est stimulée par la gelée royale. Donc, la gelée royale, en fait, c'est cette substance qui est très, très acide. Le pH est proche de l'acidité de l'estomac. Donc, au niveau du goût, c'est un peu hard. C'est très, très peu sucré. Et en fait, c'est fait par des abeilles qui ont en fait entre 5 et 15 jours, quand elles sont à l'intérieur de la ruche uniquement. Elles vont produire cette substance dans le but de nourrir la reine, mais aussi de nourrir les larves qui ont de 1 à 3 jours. Hein, je vous ai dit 3 jours d'œufs. Au troisième jour, l'œuf devient une petite larve. Donc, du premier jour au troisième jour, la larve, elle va être nourrie qu'avec cette petite bouillie qui va permettre de multiplier son développement. Alors, je ne sais plus, je crois que c'est impressionnant, c'est par 8 ou 10, enfin, c'est énorme. Et en fait, c'est là qu'on se dit que c'est un grand stimulateur. Donc, c'est pour ça que c'est incité, c'est pour ça qu'on a tendance à vouer toutes ces propriétés à la gelée royale. Donc, la gelée royale, elle est très, très riche en acide, vous l'aurez compris, en vitamines, vitamine A, vitamine B5, en protéines. Et du coup, ça en fait. Et puis, il y a plein dans la gelée royale, il y a encore énormément de propriétés, enfin pas de propriétés, mais de molécules qu'on n'a encore pas identifiées. Et dans le pollen aussi, on sait qu'on ne sait pas tout. Et pour moi, la grande vertu de l'apiculture, c'est l'humilité. Et moi, j'avais déjà, je pense ça, mais avec l'apiculture, il faut rester humble au regard de ce qu'elles sont capables de produire, au regard de ce qu'on sait. Comme je dis là, ce que je vous fais là, je ne sais rien en fait, je ne sais pas tout. la sagesse de la nature, quoi. Ouais, c'est ça, je ne sais pas tout. Je peux dire aussi des grosses erreurs, mais voilà, peut-être, enfin, on ne sait pas tout. Donc sur les qualités, en fait, c'est pareil, ils vont réduire le cholestérol. On leur voue aussi un effet antitumoral, antiviral puissant, ça c'est sûr, ça stimule le système immunitaire. Il y a quand même des oestrogènes dedans, donc il faut faire attention. Et là, pour le coup, c'est sûr, en cas de cancer du sein,
moi, j'aurais tendance à pas la conseiller parce qu'on travaille sur les hormones. Il y a beaucoup, beaucoup d'hormones, hein. Si la reine est capable de produire 2000 œufs par jour en période d'été, on voit bien qu'il y a un système hormonal qui est hyper développé, quoi. Elle dynamise, physiquement et psychologiquement. Moi, on n'en produit pas, hein. J'ai encore pas passé le cap parce que la production, en fait, est particulière. On fait ça sur des petites cellules. On dit à la colonie qu'elle n'a plus de maman et on leur demande de produire des mamans. Et ça, il faut arrêter tous les 3 jours parce que la gelée royale, elle est produite beaucoup pendant les 3 premiers jours. Et à partir du 3e jour, la larve, elle ouvre grand le bec et elle consomme toute la gelée royale. Donc, du coup, il y a un travail, un gros travail. Et pour l'instant, je n'ai pas passé le cap psychologique de le faire. J'ai le matériel, mais je n'ai pas passé le cap. Parce que là, pour le coup, c'est toujours pareil. Il y a quand même une stimulation, une information qui est donnée à la colonie qui, pour l'instant, me dérange encore, mais j'en ferai au moins par curiosité pour m'émerveiller de ce qu'elles sont capables de faire. Donc là, on prélève vraiment une toute petite portion, mais vraiment, c'est vraiment infiniment petit. Ça doit être du ressort de, je ne sais même pas s'il y a 1 gramme. Et on stocke ça, et c'est un produit très délicat qui doit être conservé au frais, uniquement au frais. Et moi, je conseille effectivement de consommer qu'en local, dans le cadre d'une charte de gelée royale française, parce que la gelée royale qui vient de l'extérieur, elle peut être vraiment frelatée, quoi. Et la gelée royale sous forme sèche dans les ampoules, certes, ça existe. Certes, il doit y avoir une présence, je ne remets pas en question ça, mais en termes de qualité et de proportion, parce que généralement, il y a vraiment une infime proportion, un gros mot avec une infime proportion. Je ne sais pas si ça a vraiment les effets escomptés. Mais sur Ça de peut la... être lié à une certaine maltraitance des abeilles, en fait, Oui, de ouais. récolter ce produit-là en abondance, c'est En pas abondance, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Alors après, vous avez bien de le aussi savoir, des... je trouve, tu vois? C'est bien d'en être conscient. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est bien d'en prendre. Moi, j'en prends une fois tous les 2 ou 3 ans, quoi. Voilà. Mais par contre, c'est sûr que quand on le prend, on sent vraiment un effet, alors de la fraîche, hein, je prends de la fraîche chez une apicultrice bio que je connais, qui ont fait, voilà, par la force des choses dans le cadre professionnel, donc avec des élevages qui sont faits un petit peu en intensif. Enfin, c'est pas en intensif, c'est pas bon ce que je dis, mais en production, voilà. Mais je sais qu'elle respecte et qu'elle respecte la charte et que c'est suivi, et voilà. Et je sais ce que je consomme et je suis responsable de ce que je consomme et de la quantité que je consomme. Donc voilà pour la partie, en fait, gelée royale. C'est vrai que ça reste un très, très bon produit. Il faut faire attention aussi, tout à l'heure tu parlais peut-être de contre-indications, peut-être en cas d'allergie du pollen, puisqu'on retrouve un peu de pollen dedans. Faut faire ça, peut-être attention à ça. On parle du venin? Donc, toi, tu vends ces produits-là, le miel, Le miel, pollen, propolis, très peu parce j'en produis pas encore, mais je pense que ça va venir. Et la gelée royale, par contre, je vends pas. Et le venin non plus. Je vous parle du venin? Mmh. Alors le venin, alors là, je ne sais pas si vous y verrez quelque chose. Si vous voyez, là, j'en ai récupéré. Vous voyez dans ma petite fiole? Oui. Alors, j'en ai récupéré, ça, c'est quand nos abeilles, elles nous piquent, elles sont pas sympas. Je récupère sur les gants. Alors celui-là, là, je pense que si je fais voilà, alors non, ouais, là, on voit un peu le dard, je ne sais pas si vous le voyez? Ouais. Ouais. Donc le venin, en fait, bon, c'est un petit produit, de la ruche, hein. On s'en sert pas nous, en tant qu'apiculteurs, même si on les subit, et aujourd'hui, il est aussi démontré que les apiculteurs ont tendance à avoir moins de maladies inflammatoires. Il y a un professeur, le professeur Schweitzer du CETAM de Lorraine qui a fait une étude, alors j'ai pas vu, la fin, qui a fait une étude sur, le fait que, notamment dans la période qu'on vient de vivre avec le virus Covid, les apiculteurs étaient moins impactés, moins fortement et moins développés. Et le venin pourrait aussi faire partie des produits qui auraient, tendance à limiter les inflammations et donc du coup à être, un antiviral. Donc en fait, c'est le venin, il est sécrété dans un petit sac, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça fait une petite poche qui est située à l'arrière de l'abdomen de l'abeille. Et l'abeille a un dard harponné, contrairement à la reine qui a un dard mais sans harpon.
Parce que donc la reine, elle peut piquer comme la guêpe, elle peut piquer plusieurs fois la reine. Mais les abeilles, non. Les abeilles, elles ont un petit harpon qui permet de se défendre et d'attaquer quelque truc que ce soit. Mais quand elles ont planté leur dard dans une peau, une membrane cellulaire, et ben, en fait, le harpon maintient le dard. Et donc, du coup, elle va perdre toute la poche qui va avec. Et donc, du coup, en perdant cette poche, elle perd la vie obligatoirement. Elle perd une partie de ses entrailles, quoi. Et cette poche-là, en fait, c'est quand même plutôt bien fait, entre guillemets, puisque cette poche-là contient des petits nerfs qui vont continuer à contracter la poche et à injecter tout le venin. Donc, si on laisse le dard, effectivement, on a la chance de récupérer la totalité du venin. Alors, si on récupère la totalité du venin, même nous, on ne s'y amuse pas trop, hein. Quand on se fait piquer, on retire parce que bah, du coup, on va tout de suite avoir une réaction, hein. Le corps va se mettre à réagir de façon assez, enfin, plus ou moins virulente en fonction de si on fait une allergie. Les gens qui sont effectivement allergiques aux piqûres d'insectes doivent faire très, très attention, hein. D'ailleurs, nous, quand on va sur nos ruchers, on a un traitement d'adrénaline, des piqûres qu'on peut injecter en cas de besoin et sous contrôle et à la demande des services urgentistes. Et c'est-à-dire que si on avait quelqu'un qui faisait un choc anaphylactique suite à une piqûre, on pourrait, parce que la choc anaphylactique fait baisser la tension, le rythme cardiaque, et donc nous, avec ce traitement qu'on a uniquement sur prescription médicale, et sur demande des urgences, on pourrait injecter cette adrénaline pour faire repartir le système de la personne. Alors, le venin, ben, c'est composé d'eau. Ça, jusque-là, ça va, pas de problème. Mais c'est aussi composé de peptides, notamment la mélitine, qui en fait va créer les lésions cellulaires dans le sang et puis dégager toute l'histamine. Et l'histamine, ben voilà, on sait que les personnes qui sont allergiques aux histamines peuvent faire des réactions vives. Et donc l'histamine, ben, en fait, va générer toutes les problématiques qu'on peut connaître. Il y a de l'apamine aussi qui est en fait un neurotoxique. Donc, du coup, ça peut générer des problématiques. Mais en fait, avec tout ça, comme ça va avoir un effet très stimulant, et ben, du coup, pour le corps, ça peut être très bon, notamment pour la circulation sanguine et la circulation des parties inflammées. Et en fait, c'est cette partie-là qui est particulièrement intéressante dans le venin, sur toutes les problématiques inflammatoires, comme on peut avoir sur l'arthrose, l'arthrose et je pensais à une autre maladie là, qui est liée à l'arthrite. Et du coup, ça a vraiment un côté très, très stimulant. La sclérose en plaques aussi, les maladies d'Alzheimer, parce qu'on va obligatoirement pousser un peu les neurones, agiter, tout ce qui est aussi névralgique. On sait que ça a un côté aussi très acide, donc ça peut agir sur l'acné. Donc c'est pour ça qu'on va trouver parfois des crèmes à base de venin d'abeille pour pouvoir agir sur l'acné. Et ça réduirait aussi, là, ça ferait un peu comme la propolis, ça réduirait la bonne communication des maladies cancéreuses en faveur des maladies, c'est le côté stimulant du corps, en fait. Et pour une petite anecdote, les abeilles, je vous ai dit tout à l'heure que quand elles refermaient les cellules de miel avec de la cire, elles injectaient une petite goutte de venin. Nous, quand on va récolter le miel, vous vous rappelez de ma fameuse… Quand on va récolter le miel, on coupe ces cellules-là avec un couteau. Je sais pas si, voilà, on coupe ces cellules-là avec un couteau. Et donc, dans ces opercules-là, on retrouve notre goutte de venin. Mais moi qui suis très sensible aux excitants et aux calmants, si je consomme ça, la première fois que j'ai goûté, c'est sympa, on goûte la cellule. Et en plus, ce miel-là, il n'a pas le même goût, il est un petit peu plus acide. Mais à 1h du matin, j'avais envie de faire la fête, quoi, plutôt que de dormir, quoi. Donc, c'est très, très, très stimulant, quoi. Et du coup, on le retrouve dans le miel ou pas? Comment? Du coup, on le retrouve dans le miel ou pas, le venin? Alors, du coup, on le retrouve dans le miel. Donc, nous, quand on extrait, en fait, on a ces cellules qui tombent dans ce qu'on appelle un bac à désoperculer. Donc, ces cellules-là, ces opercules-là tombent, le miel s'égoutte et on récupère dans un seau. Et donc, ce seau-là, alors, normalement, traditionnellement, avant, les apiculteurs appelaient ça le miel des apiculteurs.
parce que du coup, c'est hyper stimulant, hyper… Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le répartit dans nos seaux pour qu'en fait, ça donne une bonne conservation du miel. Donc oui, obligatoirement, on le retrouve dans le miel. Mmh. Enfin, en tout cas, si les gens, enfin, si les apiculteurs procèdent comme nous, mais nous, en fait, on le retrouve dans notre miel. Et tu as fait une vidéo là-dessus, sur, Ouais, comment, récolter ouais, le miel sur ta chaîne, Facebook? ouais, c'est ça. Sur Rapiduo et voilà, j'avais vraiment envie de partager ça parce que du coup, enfin, ça me fascine. Moi, même quand je des opercules, je me dis: «Mais waouh, Ouais. quel cadeau!» Mmh. La gratitude. C'est comme Ouais, ça que je l'ai appelé d'ailleurs, la ouais, gratitude. Parce que quel cadeau, c'est enfin voilà, enfin, mais voilà, rien que d'en parler, moi ouais. je peux être émue, à avoir les larmes, aux yeux parce que c'est Oui, vraiment parce que fascinant. là, on a parlé beaucoup de théorie, mais moi, j'avais envie de parler d'un aspect de toi aussi, c'est, la pleine conscience, d'y revenir et Ouais, puis ça fera le lien avec l'offre que tu fais aussi aujourd'hui. ouais, Tu m'as raconté une anecdote, une fois, tu as essayé de déplacer une colonie à main nue, même oui. 2 fois, Oui, en plusieurs pleine fois, les essaims. conscience. Les essaims et ça, c'était, alors en fait, quand, la période d'essaimage, ça correspond au printemps, c'est là où la colonie est boostée et donc une partie de la colonie part avec la reine et elles partent avec, le jabot plein. Donc quand elles ont le jabot plein, elles ont du mal à sortir le dard. Donc déjà, je prends un peu moins de risques qu'en temps normal, parce que moi, je ne fonctionne qu'avec ce qu'on appelle nous des abeilles pompiers, ça n'a rien à voir, mais en fait, moi, je pense que je ne fonctionne qu'avec des colonies qu'on récupère. Je fais pas, parce qu'il y a des gens et c'est normal, c'est leur métier, ils vont utiliser des abeilles qui sont un petit peu modifiées génétiquement et qui vont pouvoir produire beaucoup de miel ou qui vont faire principalement de la propolis ou qui vont faire, de la gelée royale et c'est normal, l'économie, nécessite ça. Quand on en vit, il faut optimiser les choses. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'apiculteurs, enfin la plupart des apiculteurs professionnels qui sont amoureux aussi des abeilles et donc qui les respectent. Mais moi, je fonctionne qu'avec l'abeille sauvage, même si bon, on fait des divisions, donc quelque part, c'est un peu nos colonies, enfin voilà. Et donc du coup, au printemps, quand on récupère des essaims, alors je peux vous montrer un essaim, j'en ai un là, oups, là, vous voyez? Voilà. Donc quand on récupère un essaim, bah, c'est un petit paquet d'abeilles, ça peut être, on va dire 1 à 2 kilogrammes, c'est-à-dire entre, 2 kilogrammes, c'est déjà beaucoup, c'est plutôt 1 kilogramme, donc c'est plutôt à peu près 10 000 abeilles et quand on les récupère, il y a déjà, c'est une belle énergie quand on récupère ces abeilles. La sortie d'un essaim, c'est un bourdonnement absolument énorme, une vibration. Enfin moi, comme je dis toujours à mon mari, pour moi, c'est plus beau qu'un feu d'artifice encore. Ça sort d'une colonie et quand on les voit sortir de nos ruches, ça bourdonne, ça vibre, ça fait un vacarme, au-dessus de nos têtes et je ressens quelque chose d'assez, incroyable parce que j'ai l'impression un peu d'être en communion avec elles. Ça me crée une joie, je sais pas, il y a l'impression de fête, ouais. C'est ce qui a permis leur survie, hein. Donc c'est aussi ça qui doit me donner ce côté très, très joyeux et en fait, quand on récupère, finissent par se poser à un endroit, généralement 300-500 mètres, se posent, sur une branche et là, quand on met les mains dedans, ça a la même sensation que le sable chaud en été là, mais en plus ça vibre et on prend ça, alors souvent avec des gants, mais là, je le fais de plus en plus aussi à main nue. On les prend et on repose ça dans une petite ruchette pour pouvoir les remettre en colonie Transporter. et là, c'est juste extraordinaire parce que, on sent cette vibration, cette chaleur, c'est une communion, quoi. De même que quand on en a une qui on appelle ça battre le rappel, on peut en avoir et en fait, elles battent les ailes parce que je ne l'ai pas dit, mais en fait, dans la colonie, le fonctionnement et la communication passe par les antennes, mais aussi par l'émission de phéromones, d'hormones, en fait. Et c'est aussi pour ça, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait une porte d'entrée, là, il y avait des gardiennes. Et en fait, les gardiennes, elles prennent le marquage olfactif de l'abeille et olfactif en termes d'hormones. Donc, du coup, c'est propre à chacune des colonies. Et en fait, pour dégager ça, elles font ce qu'on appelle battre le rappel. Elles sont en position normale et en fait, elles mettent leur abdomen en l'air et au bout, il y a une petite glande qui s'appelle la glande de Nassaloff qui va émettre aussi des phéromones. Et quand elles font ça, elles battent des ailes à une vitesse incroyable. Et si on a ça juste sur le bout de la main, du doigt, on ressent la vibration dans tout le bras, quoi.
Et ça, c'est des moments exceptionnels, quoi. Vraiment. Et là, quand on les vit justement en conscience, quand on s'arrête et qu'on se recentre absolument sur soi et pour être à l'écoute de ce que nous ressentons, que ça soit dans la sensation corporelle, mais même dans l'émotion, ou même dans le mental, parce que dans le mental, il ne se passe plus rien, quoi. On reste focalisé là-dessus, sur un recentrage complet sur soi-même. C'est magique et c'est un voyage, quoi. Et donc, oui, donc c'est pour ça que, ben, j'avais une offre aussi à formuler, c'est, la méditation des abeilles. Voilà, je propose en fait, une méditation, enfin un pack de 5 méditations, heu, associées à chacun des produits que je viens de vous présenter, mais aussi à chacun de nos sens. Et en fait, c'est des méditations que je conçois, avec, en fait toute ma je dirais ma connaissance, de la pleine conscience, puisque j'ai suivi une formation MBSR qui en fait, est, vraiment, un enseignement, sur la conscience de soi et qui a fait ses preuves aujourd'hui. On sait que la méditation en pleine conscience, réduit, plein de troubles et notamment permet de se recentrer sur soi-même pour pouvoir être encore mieux, au regard des autres. Et donc du coup, je fais un mixte entre ça et ce voyage, dans la ruche, dans ce qu'on peut ressentir, pour, le miel, pour, le pollen, la gelée royale. Et en fait, je vous invite à en fait, passer un temps, de recentrage sur ce que les abeilles peuvent ressentir et vous faire ressentir. Voilà. Et Donc comment on voilà peut te pour contacter pour profiter de ce... ah ben soit sur Facebook, soit sur mon adresse mail, donc qui est Donc Facebook, c'est Happy Duo. ouais, c'est ça. Mon adresse mail, c'est happyduo, donc c'est APIDUO 51600 @gmail.com ou par téléphone au 06 75 52 15 66. Ok, super, merci pour ça. Et, et du coup, moi, j'ai ajouté aussi des méditations guidées aux formations que je propose, et notamment la formation naturopathique que tu as suivie. C'est ça. Tu pouvais dire un mot dessus. Ah C'est ben une la formation qui dure 10 semaines. Ouais, alors moi j'avais trouvé ça, vraiment très, très bien. Déjà, sur le fait aussi que en fait, j'avais cherché quand même pas mal de choses et ça correspondait pas à mon besoin. Non pas que je sache pas travailler toute seule, mais travailler toute seule, c'est une chose, mais travailler accompagnée et vraiment sur un accompagnement personnalisé avec du ressenti, ça a été pour moi vraiment extraordinaire. La naturopathie, c'était quelque chose qui en fait que je ne connaissais pas dans le terme et que je connaissais par, les différentes thématiques, la phytothérapie, l'aromathérapie que je pratiquais avant. Et là, en fait, toi, avec la formation, tu m'as permis d'accéder à quelque chose, enfin, à un savoir, je dirais, bien concentré, mais très pratique, avec des illustrations, je dirais, au quotidien, avec cette envie de partager les différentes thématiques, mais aussi passions en fonction de ce qui nous arrivait à chacune des séances, ce qui permettait aussi, ben, c'est ce qu'on disait, le pouvoir d'adaptation et justement de répondre aux besoins de chacune des personnes qui étaient présentes. Et ça, c'est vraiment super important. C'est là où vraiment cette formation, je pense, peut se dénoter d'autres, même si je ne les ai pas suivies. La théorie, effectivement, aujourd'hui, on sait qu'elle peut être accessible par plein de moyens. Mm. Mais c'est le côté, accompagnement très personnel et très individuel, je pense qu'on ne trouve, nulle part ailleurs. Et puis avec ce que tu es capable de faire, ressortir de nous-mêmes, c'est-à-dire le meilleur, pour pouvoir, s'affirmer, je dirais, dans notre quotidien, dans notre bien-être, mais aussi dans ces projets qui naissent. Parce que moi, à la base, j'avais suivi la naturopathie et en fait, il y a plein de désordres dans ma tête. Avec la méditation, je faisais de la méditation, je faisais de la naturopathie, j'avais vraiment envie de transmettre. Et en fait, tu m'as fait ressortir quelque chose qui me tenait à cœur, c'était cette ferme pédagogique, alors que là, c'était pas là où je pensais que ça ressortirait tout de suite. Et en fait, tout est logique, hein, et c'est toi et Laurence qui avait permis ce 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 cette démarche, ce développement de l'esprit pour pouvoir, voir que en fait, c'est logique. C'est pas juste, voilà, 2-3 pratiques, les unes derrière les autres. La naturopathie
ça vient avec la phytothérapie. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on retrouve en phytothérapie, en aromathérapie, les vertus qu'on y retrouve, on les retrouve aussi dans les miels monofloraux, même si j'en fais pas. Mais par la force des choses, quand je fais un miel polyfloral, je sais qu'elles sont allées butiner ça parce que je regarde mon environnement. Et donc, du coup, la naturopathie va avec l'apiculteur et la volonté de transmettre tout ça dans le cadre d'une ferme pédagogique avec à côté des poules et d'autres bêtes pour lequel un contexte général naturel se présente et donc répond à des besoins. J'ai fait une formation aromathérapie pour les animaux avec la Chambre d'agriculture des Ardennes et on retrouve exactement les mêmes besoins, les mêmes pratiques et la même prophylaxie, les mêmes préconisations. Et en fait, c'est un tout au final. Et voilà en fait comment mon offre, comme je vis les choses en pleine conscience, grâce à la méditation. Là, cette semaine, je me suis offert à moi-même une journée juste en pleine conscience. Et au final, être juste à côté d'une ruche, fermer les yeux et juste vivre avec ce ronronnement à côté sans être opportuné, parce qu'en fin de compte, elles ont autre chose à faire que de venir me piquer. Et être capable de faire sens, sens dans tous les sens du terme, ressentir le bourdonnement des oreilles, enfin voilà, faire fonctionner tous ces sens pour se recentrer. C'est une vraie bouffée d'oxygène, voilà. Et en plus, je me suis enrichie des levures des abeilles. Ouais. Et donc voilà, et j'ai enregistré. Précieux. Ouais. Voilà, et j'ai même enregistré une des méditations à cette occasion-là parce que je pense que le bourdonnement de ces abeilles, qui peut parfois certainement porter de l'angoisse, nous éveille à cette conscience. Et je pense que cette méditation, qui est aussi une méditation du son et du pollen, parce qu'il y a, voilà, il y a encore plus de vibrations avec le pollen, cette méditation-là peut appeler aussi à se dire, oh là, tiens, je suis en angoisse, mais il n'y a pas de raison puisque c'est juste écouter du bourdonnement. Il n'y a même pas les abeilles. Et voilà, l'idée, c'est de revenir à cette méditation. Et lors des formations que tu nous as faites, à certaines occasions où tu sentais que nous avions des montées d'angoisse, tu nous as appelés à méditer en l'espace de juste quelques minutes. Et on sent aussi par la suite que ça permet de ressortir avec beaucoup plus de clairvoyance nos capacités. C'était mes premières fois. Eh ben ouais, mais c'était super. Et maintenant, je fais aussi des méditations avec un fond sonore de guérison où je parle des thèmes, parce que maintenant je connais votre parcours quand vous devez changer de vie. Voilà, ça amène entreprendre, ça amène des peurs, ça amène un travail sur soi-même profond. Donc, j'ai fait une méditation sur la conscience du corps, puisqu'on est quand même dans ce thème-là de prendre conscience de qui il est, comment il fonctionne, de l'accepter tel qu'il est, avec ses douleurs parfois et aussi ses bons côtés, sur l'amour de la vie, la confiance en soi et en la vie. Enfin, tu vois, plein de thèmes comme ça. Tout un programme. Bah oui, qui sont importants et c'est vrai que l'objectif, c'est de vous faire évoluer, vous, vers ce que vous devez faire. Et donc, c'est une formation en naturopathie avec toutes les bases métiers sur la plateforme qu'on suit en 10 semaines maintenant. Et voilà, on progresse avec ces compétences-là, on fait des études de cas, etc. Mais c'est aussi une évolution personnelle, tout ce parcours-là, qui permet de mieux se connaître, mieux se respecter et respecter ce qu'on doit vraiment faire dans la vie. Parfois, on en vient là parce qu'on a subi beaucoup de douleurs, beaucoup de questionnements. La vie nous a montré qu'on n'était pas forcément à la bonne place. Et l'objectif, c'est de trouver vraiment sa place là où on a à partager son message. Et que c'est toujours des changements. Tous les jours est changement au final. Oui. Et d'atténuer cette pression qu'on peut se mettre. Parce qu'en fait, tout est changement. Et cette capacité d'adaptation des abeilles, moi, je la vis en parallèle, parfois en me disant, voilà, ce matin, quand je suis allée faire la petite vidéo que je t'avais mis, en fait, je me dis, mais tiens, aujourd'hui, là, à cette heure-ci, elles ne rendent pas de pollen. Et là, je suis sûre que je vais aller revoir la même ruche. À cette heure-ci, elles rendent du pollen. Et est-ce que les choses nécessitent l'adaptation et c'est pas facile de s'adapter tous les jours. Ouais, mais ça, c'est la compétence, c'est le pouvoir à développer maintenant, parce qu'on va en avoir besoin dans les temps qui viennent. Ça, c'est sûr. Vraiment le pouvoir d'adaptation, d'acceptation de ce qui est, ce sur quoi on n'a pas pouvoir. C'est ça. et trouver notre pouvoir à nous. Et du coup, d'agir comme on le disait tout à l'heure,
elles observent l'environnement extérieur, qu'est-ce que j'ai comme ressources, et elles vont pas se poser 10 000 questions, elles vont pas stresser, elles vont dire « Ok, j'agis en conséquence ». Voilà. Et aujourd'hui, j'ai peut-être envie de manger du colza, mais il n'y en a pas, donc je ne le prends pas. Et ça, c'est là aussi, peut-être qu'on a un travail à faire parfois sur notre souhait immédiat ne répond pas forcément, qui répond à une émotion, et peut-être juste aller chercher cette émotion-là pour pouvoir comprendre et ne pas forcément chercher ce qui n'est pas présent, qui n'a pas besoin d'être présent finalement. Chercher à l'extérieur et puis être dans la réaction finalement plutôt que C'est ça. l'observation consciente, quoi. Donc, une nouvelle session de formation naturo commence au 17 octobre prochain. Donc, c'est Foncez. bientôt, pour 10 Foncez. semaines. Et donc, il y aura une promotion de 600 € avec le code abeille. Donc, ceux qui me contactent à contact@ceciliacaro.com, vous pourrez, avec le code abeille et une conversation, puisque je n'accepte personne sans entretien préalable, puisque c'est important d'avoir cette connexion, cette compréhension de ce qu'on veut partager ensemble tout au long de ce parcours. Ça, c'est sûr. Et Moi, si tu connectes, ben, c'est bon, on y va. Ouais, je peux le dire, ça, c'est vrai que moi, quand j'ai vu sur ton site web ta présentation, ça me tentait bien. J'ai cliqué, j'ai eu un rendez-vous le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus. Et là, quand j'ai raccroché, j'ai dit, bah, ça y est, ça fait 3 mois que je cherche, ça fait au moins 3 mois, 3-4 mois que je cherchais une formation. Je ne savais pas ce que je voulais, mais là, je suis rentrée, j'étais voir mon mari, je suis si, là, c'est celle-ci, c'est sûr. C'est celle-ci, c'est sûr. Et en plus, ça valait vraiment, vraiment le coup et je regrette rien. Et le contenu est important et en plus, tu as un procédé de possibilité de revoir les visios des anciennes sessions qui est vraiment enrichissant, que je continue à poursuivre même avec les nouveaux. Comme ça, je permets de suivre un petit peu, pas tout le monde, mais ça permet de suivre et de remettre aussi, se remettre en question enfin pas se remettre en question, mais se dire: «Ah bah oui, ça je le savais et pourquoi là je l'ai oublié?» Et du coup, non, c'est vraiment chouette. Ouais. Je te remercie pour ça, Et Cécile. merci pour ce partage énorme de toutes les connaissances que tu nous as données aujourd'hui. En tout cas, voilà ce que tu proposes. Je te remercie beaucoup et puis de toute façon, on se dit à très bientôt, hein, Sandrine. C'est ça et moi je dis: «Oser la vie en vie». Et tu vois, Isabelle dit « Sandrine, passionnée et vraiment passionnante », ouais, c'est clair. Merci Isabelle, merci à tout le monde. Et c'est pour ça que je l'ai invitée aujourd'hui, mais chacun des stagiaires avec lesquels j'ai la chance d'être en contact sont des gens passionnants, inspirants, qui ont beaucoup de choses à donner. Et moi, je vous souhaite une chose, c'est d'avoir des clients qui vous inspirent, qui vous apprennent des choses, avec lesquels vous partagez, vous êtes vraiment dans votre mission. Il y a rien de plus beau que de vivre ça, en fait. Donc, Ça, c'est sûr. merci beaucoup. Merci à tous, au revoir.